Et salut à toutes et à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de GM Web3 comme chaque mardi, chaque mercredi et chaque vendredi, en général le matin à 10h, mais exceptionnellement pour des raisons personnelles, l'émission a lieu à 17h aujourd'hui, vendredi encore, ce vendredi, et sans doute la semaine prochaine. Un ou deux numéros également. En revanche, demain matin, nous serons en live pour GM Web3 Multiversix le matin à 10h. L'horaire ne change pas pour demain matin pour ceux qui s'intéressent à l'écosystème Multiversix. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir dans ce nouveau numéro avec encore un invité qui va me rejoindre très bientôt et une chronique DeFi avec Pascal Talarida qui viendra nous faire un tuto sur sa stratégie Delta Neutral dont il nous parle depuis plusieurs semaines. Et là, il va nous montrer effectivement quel outil il utilise et quelle stratégie il a l'habitude de mettre en place avec ses propres fonds d'ailleurs. Alors, avant de commencer, évidemment, on va remercier le partenaire de cette émission, l'école blockchain Alira, qui est la première école blockchain de France et qui propose depuis 2019 maintenant, des formations de consultants blockchain, développeurs blockchain, tokenomics, intelligence artificielle, études de projet, bref, tout un panel de formations, pour la plupart certifiées par le ministère du Travail, et donc elles sont éligibles aux différentes aides de l'État, si bien que moi j'ai fait la formation consultant blockchain il y a quelques mois de cela, un peu plus d'un an maintenant, et je n'ai rien payé grâce aux aides du Pôle emploi. Voilà, donc pour le coup, n'hésitez pas à prendre rendez-vous, à vous renseigner sur le panel de formations qu'il propose et puis à choisir celle qui convient le mieux à vos ambitions professionnelles. Ça vous permettra d'acquérir des connaissances, des compétences, de la méthode et également d'intégrer un réseau d'anciens élèves, de plus de 2000 anciens élèves, toutes formations confondues, et qui va vous permettre, parce que dans notre milieu, le réseau est indispensable, de pouvoir tisser les relations utiles à vos prochains projet. Avant de commencer et de recevoir mon invité du jour qui ne devrait pas tarder, il s'agit de Artem, que vous connaissez peut-être, qui s'est fait connaître à l'époque chez Just Mining et qui ensuite a fondé Oak Invest et plus récemment qui a cofondé Oak Research avec son ami Lilian, que nous connaissons également et qui vient dans l'émission régulièrement. On abordera évidemment son parcours avec lui, mais avant de commencer, eh bien, sachez que j'ai lancé un Tipeee qui vous permet de soutenir la chaîne et de nous permettre de continuer à créer ce contenu en toute indépendance. C'est très important si on veut pouvoir inviter qui on veut et de parler de ce qu'on veut et de la manière dont on en a envie. Et ça, la liberté, pour nous, c'est absolument essentiel. Donc, vous trouvez évidemment le lien pour nous soutenir sur le Tipeee en description de la vidéo. Alors, concernant la vidéo, on est en direct sur Twitter, sur YouTube et sur Twitch comme chaque émission. Donc n'oubliez pas, si vous ne l'avez pas encore fait, de vous abonner, de mettre un commentaire, de vous abonner à la chaîne, de souscrire à la petite chaîne. Alors d'ailleurs, si vous souhaitez recevoir les notifications à chaque nouvelle émission, c'est très simple. Il vous suffit de cliquer sur la petite cloche et de bien préciser à être notifié pour toutes les nouvelles vidéos, donc toutes les notifications. Sinon, YouTube ne vous enverra que celles qui lui plaît. Et si vous êtes abonné à trop de chaînes, en fait, elle ne vous enverra pas de notifications. Donc voilà, donc je me suis renseigné. Il faut bien activer la cloche et mettre toutes les notifications. Donc ça, c'est important. Et puis, l'émission sera également disponible en replay sur la partie vidéo dans YouTube, mais également sur l'ensemble des plateformes de podcast. Donc YouTube channel, Apple Podcast, Spotify, Deezer et enfin bref, Amazon Music également. Voilà. Donc pour le coup, j'attends mon invité. Alors j'essaye de meubler un petit peu parce qu'il m'a prévenu qu'il aura quelques secondes de retard. En attendant, écoutez, moi j'ai terminé mon introduction. J'espère qu'il va me rejoindre bientôt parce que je ne peux pas lancer un sujet sans lui. C'est un peu compliqué. Si dans les commentaires vous avez des questions, n'hésitez pas évidemment à les poser. Je les poserai à mon invité pendant l'interview. On aura également des petites surprises à 18h pour lui. Et puis, je répète, à 18h30, on recevra Pascal Talarida pour la chronique DeFi pour venir parler justement de cette stratégie Delta Neutral. Il nous fera un tuto pour savoir comment manier les différents outils pour optimiser vos rendements avec finalement un niveau de risque assez faible, puisqu'on est sur une stratégie delta neutrale. Donc ça, c'est assez intéressant. Alors, en attendant, mon invité
voulez? Ah bah voilà, tu vois, pour le coup, il arrive à point nommé, c'est parfait. Hop, et on va le recevoir. Salut Artem, comment vas-tu? Salut, salut. Est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que ça Ouais, va? je t'entends. Super. C'est Bah, je qu'à t'entends quelques, aussi. à quelques minutes près, j'avais plus rien pour meubler, hein. Ouais, désolé pour le petit retard. J'étais en train de rentrer chez moi, mais Comment maintenant, tu c'est vas? bon, j'y suis. Ça va, ça va. Il y a beaucoup de trucs en ce moment qui sont assez intéressants, mais du coup, beaucoup de travail enfin, les deux se rejoignent, on va dire. Mais ça va. Tout se passe bien. Et Bon, toi, comment ça va de ton côté? bah, écoute, ça va très bien, une émission, en fin de journée, pour changer un petit peu. Parce que le matin, j'ai des travaux à la maison, donc c'est insupportable et impossible de tenir l'émission. Donc, je fais ça à 17h. Finalement, c'est pas plus mal, ça me laisse toute la journée pour faire ce que j'ai à faire. Donc en vrai, c'est pas moins bien, c'est différent. Donc voilà, c'est un autre rythme. Mais Ouais, tout va bah, moi, je t'avoue que j'aurais préféré le matin, mais par rapport à mon organisation, parce qu'en fait, je suis plus productif, le soir, donc si, le matin, j'arrive juste à baragouiner un peu et parler en live, c'est cool. Comme ça me met un peu dans le rythme et ensuite en fin de journée, je carbure beaucoup plus, mais ça change, c'est vrai. bon, en tout cas, merci, hein, d'avoir accepté ce changement, d'horaire, hein. Je t'ai prévenu, bon, un petit peu à l'avance, mais quand même. Merci, d'avoir, accepté, et voilà, indépendamment de ma volonté. Alors, Artem, ce qu'on va faire d'abord, c'est qu'on va s'intéresser un peu à toi, parce que bon, on te connaît sur Twitter, on voit tes tweets, on voit ta tête dans les événements, voilà, tu fais partie du CTFR, voilà. Salut à tous, salut Maître Zan, salut Blockchain Addict, salut à tout le monde. Mais en vrai, on te connaît peut-être pas tant que ça finalement, donc on va essayer de s'intéresser un peu à ton parcours. Ensuite, à 18h, on fera une petite revue de presse ensemble, et on parlera notamment du rapport de février que vous avez publié sur Hawk Research. Je m'en suis servi, tiens, pour l'occasion, pour regarder un Mmh. peu les grandes les informations, les grandes tendances du mois passé. On discutera ensemble. C'est-à-dire qu'après avoir appris un peu à te connaître, on essaiera de savoir un peu ce que tu penses de l'écosystème. Et voilà. Est-ce que ça te convient, Artem? C'est parfait. Bon, bah super. Alors d'abord, est-ce que tu peux, Artem, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, te présenter un petit peu, d'où tu surtout sur la partie pré-crypto, hein, je sais pas, ton enfance, ton milieu, et ouais, parce que c'est ça qui est intéressant, ton milieu, social un petit peu, et tes études et peut-être même tes premiers jobs avant, de découvrir, ce rabbit hole qu'est la crypto. Ouais. Heu, ouais, on va commencer par le début. Donc déjà, de base, je suis né en Russie, dans la ville de Khabarovsk, qui se trouve à l'extrême est de la Russie, à côté du Japon, de la Chine, de la Corée, donc très, très loin de la France. Du coup, j'ai fait une grosse partie de mes études là-bas, jusqu'à mes 13 ans. À 13 ans, je déménageais en France parce que ma mère s'est mariée avec un Français. Je viens pas d'une famille riche du tout. Je viens d'une famille, plus que normale, on va dire, enfin, il y a rien de plus normal que ma famille, on va Classe dire. moyenne, Ouais, voire, un peu moins, mais voilà. Heu, Attends, 2 secondes, je t'interromps parce que je ne savais pas. Alors, je me suis posé la question de l'origine de ton nom de famille, évidemment. Alors, c'est pas une leak, hein, puisque sur LinkedIn, on voit le nom de famille, Signakin, je crois, si je le prononce bien. Mais effectivement, je me posais la question d'où ça venait. Donc là, on a la réponse. Donc, tu viens de Russie. OK, tu as quoi comme souvenir de tes 13 premières années? Et j'imagine que tu parles russe, ouais. évidemment. Mais en même temps, tu parles extrêmement bien français. Est-ce que tu as commencé à apprendre le français quand tu es arrivé en France ou est-ce que là-bas déjà, peut-être, je ne sais pas, tu parlais un peu français? Puis raconte-nous comment ta maman, elle trouve un français et vous décidez de tout quitter. Enfin, forcément, ça m'intrigue un petit peu. Ouais, bah, déjà, j'ai beaucoup de souvenirs de mon enfance parce que j'ai passé, en fait, c'est un monde quand même qui est très différent de l'Europe, en général, la Russie, encore plus la ville d'où je viens parce que c'est pas du tout comme Moscou ou comme Saint-Pétersbourg, qui sont des villes riches et qui ont été toutes les 2 des capitales de la Russie. Donc, il y a quand même énormément d'investissements là-bas, énormément d'opportunités. Moi, je viens d'une ville qui est vraiment, à l'extrême, donc il y a beaucoup moins de choses et généralement la plupart des gens qui naissent là-bas, restent là-bas, globalement. La particularité de cette ville, c'est qu'il y a 80 degrés de différence,
entre l'hiver et l'été. Ça veut dire que, en gros, le matin, pardon. En hiver, on va avoir des températures comme des moins 40 et en été, on va avoir des températures comme plus 40. Donc, ce qui fait que j'ai passé énormément de mon enfance à faire du hockey, du patin sur glace, jouer dans la neige. Et en parallèle, ma mère a toujours aimé voyager. Et donc, pour ça, en fait, elle faisait des emprunts à la banque et on partait en voyage ensuite. C'est un truc qui est assez commun dans les familles, on va dire, normales en Russie, parce que tu gagnes pas assez pour pouvoir te payer un vrai voyage, surtout lorsque tu n'échanges pas le rouble, qui à l'époque encore était plus ou moins fort, mais voilà. Donc, Euh, tu fais un mais crédit, après, tu passes toute l'année à rembourser et t'en refais un nouveau, ou sur ouais, 2 ans, 3 ans, un truc comme deux ça, quoi. trois ans, ouais, deux Ouais. trois ans à peu près. Pareil pour les appartements et surtout les taux d'intérêt sont énormes, donc on parle de 10-15% à peu près sur ce genre de prêt. Du coup, on partait toujours en voyage. On était parti en Allemagne, en Espagne, à Singapour, en Malaisie, parce que ma mère a toujours voulu voyager. Donc voilà en ce qui concerne mes souvenirs. Euh, Avant d'arriver en France, en gros, j'avais commencé à apprendre le français. J'avais fait 1 an de cours de français, 1 heure par semaine. C'était des cours dans une université classique. En fait, c'était des profs de l'université qui donnaient des cours particuliers. Et ma mère connaissait l'une des profs et qui parlait français. En fait, de base, j'apprenais l'espagnol. Euh, Quand on est parti en Espagne, du coup. Ensuite, ma mère a voulu partir en France, donc j'ai commencé à apprendre le français. Et ensuite, elle a rencontré un Français avant ça. Je ne sais pas comment, je sais que ça s'est fait via Internet, mais voilà. Et peut-être un petit truc aussi pour ajouter sur mon enfance. Moi, j'ai connu les cybercafés en Russie parce que, en gros, on avait des ordinateurs. Chez nous, c'était un des gros cadeaux que mon père m'avait fait il y a longtemps. Euh, donc j'avais un ordinateur chez moi, mais il n'y avait pas de connexion Internet parce que c'était beaucoup trop cher à l'époque. Et du coup, tu faisais des LAN. Ça veut dire que tu joues uniquement avec les ordinateurs qui sont dans la même salle. Et donc, on allait dans des cybercafés avec des potes. Et je crois qu'une heure, ça coûtait 20 roubles, ce qui est ridicule. Je crois que c'est 20 centimes actuellement en euros, mais à l'époque, ça devait peut-être faire 2-3 euros de l'heure. Et du coup, on jouait en LAN avec tous mes potes de l'époque. Et puis voilà, globalement. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions parce qu'il y en avait Oui, plusieurs. complètement. En fait, je t'écoute parce que je découvre. En fait, c'est ouf. Et en fait, en vrai, j'ai envie de te poser 1 milliard de questions, mais on a qu'une heure pour la partie interview, donc je me pose, est-ce que je la pose, est-ce que celle-là, on s'en fout? En vrai, voilà à quoi je réfléchis. Mais non, mais c'est super de savoir ce parcours qui t'a sans doute enrichi. Donc, alors, encore une fois, je pourrais te poser plein de questions sur la Russie, mais on n'a pas le temps. Je te les poserai en privé. Mais allez, t'arrives en France, 13 ans, dans quelle ville? Et comment se passe l'acculturation, on va dire? Parce que 13 ans, c'est finalement assez jeune et en même temps, c'est assez vieux quand même, puisque à ce Ouais. moment-là, les gens, ils ont déjà des potes, ils ont déjà un milieu, donc toi, tu arrives et tout. Comment ça se passe? Du coup, je suis arrivé dans la famille de mon beau-père, où lui, il avait eu 2 filles de son précédent mariage. Et j'arrive du coup en classe de cinquième et je me rappelle, donc j'étais dans un lycée catholique. Quand j'arrive là-bas, en fait, c'était un petit entretien avant, donc je parlais un peu le français quand même, comme je te dis, 1 heure par semaine pendant 1 an. Donc, quoi, 50 heures peut-être que j'avais appris le français. Tu ne maîtrises pas parfaitement l'imparfait du subjonctif. Ah non, mais pas du tout, pas du tout. Non, non, mais vraiment quelque chose de très, très approximatif et j'arrive à me présenter, quoi. Enfin, il y a rien de, je suis pas non plus je suis pas, on va dire, un grand, enfin, je parlais pas du tout comme je parle maintenant, on va dire. Hmm. Et du coup, ce qu'on me propose, c'est de me faire redoubler, donc en fait, m'envoyer en sixième à la place de la cinquième pour que je m'habitue à la langue, etc. Et en fait, je dis non, j'ai pas envie d'avoir un an de retard par rapport à mon cursus normal. Et du coup, j'ai été envoyé en cinquième. Ils ont dit, écoute, on verra comment tu te débrouilles et à partir de là, enfin, on verra ce que tu fais globalement.
Et à ce Et ça, moment-là, tu es soutenu, là-dessus, ou ta mère, elle te dit: «Non, mais attends, c'est peut-être plus prudent», enfin, c'est dans ta personnalité de te dire: «Je m'en fous, j'y vais, je fonce, je prends le risque»? bah, c'est un peu comme le déménagement. Quand on a déménagé en France, ma mère, elle me dit: «Est-ce que tu veux déménager en France?» Parce que j'étais son seul enfant à l'époque. Ouais, mais Et tu as eu le choix vraiment? de quoi? Tu as eu le choix vraiment? Bah, elle m'a posé la question. Elle m'a dit: «Est-ce que tu veux aller habiter en France?» Et moi, je dis: «Bah, pourquoi pas?» Et globalement, en fait, c'est dans toute ma vie, je peux la résumer en une question que je me pose à chaque fois, c'est: «Pourquoi pas?» Enfin, qu'est-ce que tu perds à faire ça? J'ai envie de te dire, donc du coup, j'étais arrivé à Metz, à ce moment-là, et je me rappelle, j'ai une anecdote par rapport à ça. En gros, en Russie et en France, c'est pas du tout le même système d'éducation et c'est pas du tout le même système pour, les contrôles, les cours, etc. Aussi, tu as un seul cahier dans lequel tu as les cours et tu as les contrôles. Et en fait, à la fin de ton cours, tu rends ton cahier et en fait, ton prof, il va te noter dans le cahier directement. En France, c'était les grandes feuilles A4. Nous, c'était des petits cahiers comme ça, à peu près. Des tout petits trucs, limite un bloc-notes. Euh, et donc, je me rappelle, mon premier cours, c'était un cours de physique-chimie. Et le prof, il me dit: «Tu mets juste que tu étais absent». Et moi, j'ai aucune idée de comment présenter une copie. J'ai jamais fait ça. Aucune idée de comment ça se passe. Et donc, en gros, je regarde sur mon voisin et j'écris exactement la même chose que lui sur sa feuille, sauf qu'en fait, j'écris son nom et son prénom sur ma feuille de contrôle. Sauf qu'en fait, quand je me relis, je vois qu'il a écrit Maxime. Il s'appelait Maxime, mon voisin à ce moment-là. Du coup, j'efface le truc et j'écris mon prénom et mon nom. Mais globalement, c'est comme ça que j'avais commencé. Et ensuite, j'en avais déjà parlé, je pense, en live ou avec des gens, à des événements, mais les cours en France où j'étais excellent dès le début, c'était les maths, parce que en Russie, les maths sont beaucoup plus poussées qu'en France. Et donc, ce qui fait que j'étais beaucoup plus à l'aise en maths. Et comme c'est des chiffres et tu n'as pas besoin de forcément parler la langue pour comprendre, bah, ça va très vite. Et j'étais très bon en anglais, parce que j'ai toujours appris de l'anglais depuis que je suis tout petit. Et donc, tout le reste, c'était un peu plus dur au début. Mais ensuite, en fait, je me suis fait assez vite, dans le sens où je me suis dit, bah, en fait, de toute façon, c'est simple, c'est soit tu te laisses un peu faire et tu te laisses, entre guillemets, victimiser par le système, entre guillemets, encore une fois, et tu te plains et tu dis que tu n'y arrives pas et c'est trop dur, ou alors bah, tu t'habitues et tu fais en sorte que ça marche. Et du coup, bah, j'ai préféré la deuxième option. Et Et après, comment ça se je crois passait que avec les autres? Parce que, le lien, avec la suite de ce dont on va parler, évidemment, elle est importante. Dans le web 3, j'en parlais encore récemment, le réseau, c'est très important, et on te voit dans tous les événements. Tu es quelqu'un de très sociable et social, d'ailleurs les 2. Est-ce que ça, c'est dans ta nature et ça t'a aidé quand tu es arrivé? Ou est-ce qu'au début, il y a quand même eu, je ne vais pas parler de harcèlement, mais est-ce qu'il y a eu tu as ressenti quand même un petit j'en sais rien, un petit racisme anti-russe, quelques petits trucs comme ça, ou en vrai ça va, tu as été plutôt épargné par ça? non, le racisme, j'ai jamais eu vraiment affaire à ça, dans le sens où, quand même, la Russie, c'est un pays, je trouve, qui est très respecté en France. Beaucoup de gens qui kiffent Poutine aussi, en France, donc bon, voilà. Il y a un le seul truc, je pense, c'est quand je suis arrivé, j'étais pas du tout comme je suis aujourd'hui. J'étais un petit introverti, un petit gros, je faisais pas de sport à l'époque, j'étais renfermé sur moi-même. Ce qui fait que le premier groupe de gens avec qui j'étais, c'était un peu j'ai pas envie de dire des cassos, mais un peu, tu vois. Euh, et parce que bah, c'était les seuls qui m'avaient, entre guillemets, dit: «Ouais, viens avec nous», mais parce qu'ils m'avaient dit: «Oui, viens avec nous», parce que j'étais russe, et du coup, ils me demandaient des gros mots en russe. Enfin, le truc classique de gosse, tu vois. Et, Ouais, et je vois. mon vrai groupe de potes, je l'ai trouvé à partir de la fin de quatrième, je pense. Ouais, ouais, c'est ça. Fin quatrième, je me suis trouvé un bon groupe de potes. Où pour le coup là, c'est juste parce qu'on s'entendait bien, on était dans la même classe et que j'étais plus du tout avec les autres. Et ouais, c'est à partir de là que j'ai commencé à m'ouvrir un peu. Ensuite, j'ai commencé à faire beaucoup de sport. J'ai fait du kayak en eau vive. J'ai eu un bon niveau très rapidement, ce qui fait que j'ai participé à beaucoup de compétitions. Ça m'a aussi fait de la vie sociale en plus. Ma mère elle avait rencontré des Russes à Metz qui avaient des fils qui avaient plus ou moins le même âge que moi et qui étaient beaucoup plus sociables que moi. Et donc, j'ai intégré le groupe là aussi.
Donc, j'ai commencé à sortir un peu plus, voir plus de gens, etc. Et je pense que c'est là que ça a commencé un peu à se développer, que j'ai Ah, commencé un peu à me faire, enfin, à me, à, à à faire me, un peu le Artem d'aujourd'hui, quoi. ouais, voilà, globalement, Et ouais. tu sais, ça me fait penser à, j'ai rencontré quelques Ukrainiens qui sont venus en France, depuis le début du conflit, et c'est marrant quand tu me parles, c'est fou les similitudes. Mais je vais même te dire, même dans l'accent, enfin, peut-être je dis vraiment, c'est impressionnant. Et dans l'histoire, évidemment, alors eux, ils ont été arrachés, et toi, tu es venu de ton bon gré, donc évidemment, c'est comparable dans une certaine mesure. Mais malgré tout, tu vois, quand je te parle, ça me rappelle certaines discussions que j'ai eues avec eux, des garçons un peu plus âgés que toi quand même. Mais quand même, voilà. Et voilà. Donc, enfin, pour le coup, peut-être j'ose la question, comment tu as vécu, toi, le conflit russo-ukrainien sans prendre parti politiquement, c'est pas le but. Ouais, Est-ce qu'au moins, j'imagine, tu le suis, c'est quelque chose qui t'intéresse à tout le moins. Et en plus, bon, on a de la chance, on espère qu'il touche à sa fin dans les prochaines semaines et les prochains mois. On l'espère évidemment. Comment tu vis ça, toi bah, je t'avoue, là où ça m'avait entre guillemets impacté, c'est quand j'ai su qu'il y avait une partie de ma famille potentiellement qui allait être draftée à l'armée, alors que bah, c'est des oncles qui ont 50 et plus années, et que comme j'étais né dans une ville qui était éloignée, la priorité c'est de garder tout ce qui se passe à Moscou et Saint-Pétersbourg, et du coup ils ont commencé à recruter partout en Russie, surtout dans les régions éloignées, et donc là ça m'a vraiment impacté. Ensuite, j'ai envie de te dire, enfin. Personnellement, il y a personne qui est venu me faire de reproches, sauf une fois à un événement où j'ai un Ukrainien qui m'a dit excuse-toi d'être russe et je dis je vais pas faire ça frérot. C'était le CEO d'une grosse boîte dans la crypto qui fait des audits. Pour ceux qui écoutent, qui connaissent, comprendront qui c'est. Je vais pas donner de nom, mais c'était assez chiant comme interaction parce qu'on parlait russe, on était trois Russes, quatre Ukrainiens, je crois. On parlait tous russe, ça faisait 20 minutes qu'on parlait, et puis à un moment on me pose la question de quelle origine, je dis russe. On me dit ah d'accord, bah nous écoute, on parle pas avec des Russes sauf s'ils s'excusent d'être russes, et je dis mais ça fait 30 minutes que tu me parles, tout s'est très bien passé, et là d'un seul coup il y a un revirement de situation par rapport à ça. J'ai pas changé de comportement, je t'ai rien dit de désagréable, je vois pas d'où ça vient. Il dit non, non, bah écoute, va te faire foutre si tu pars pas maintenant, etc. Donc c'était l'une des seules interactions mauvaises que j'ai eues. À côté de ça, il y avait un événement de tonnes qui était organisé à Paris où il y avait des Ukrainiens et des Russes et tout le monde était ensemble dans le sens où on sait très bien que c'est pas nous qui avons choisi cette guerre, dans le sens où c'est pas des jeunes qui ont choisi cette guerre, c'est pas des jeunes qui décident d'aller au front et tirer sur leurs confrères, parce que la réalité c'est que tout le monde en Russie a de la famille en Ukraine, en Biélorussie, en Bulgarie, enfin peu importe, tous les pays de l'Est globalement, et tu as toujours un lien familial qui est partagé. Je crois que c'est du côté de mon père que je dois avoir des relations en Ukraine, mais je les ai jamais rencontrées. Mais j'ai jamais eu de mauvaises choses par rapport à ça. J'ai jamais défendu Poutine, j'ai jamais défendu le conflit. En parallèle, j'ai pas non plus été à dire que l'Ukraine, il faut absolument leur envoyer tout notre argent. Enfin, tu vois, j'essaie de ne pas prendre part dans ce conflit dans le sens où déjà de un, ça m'intéresse pas la politique, ça m'intéresse pas du tout ce qui se passe. Tout comme j'ai jamais pris part à Israël et Gaza, je reste loin de tout ça. J'ai mes propres Hmm. avis par rapport à ça, mais déjà de un, je me sens pas légitime de les partager parce que je n'ai pas toute l'histoire, je ne connais pas assez tout ce qui se passe dans tout ça. Donc, ce que je peux faire, c'est le suivre, voir vers où ça va, et voilà. Mais j'ai jamais pris de part par rapport à ça, donc jamais eu vraiment de problème. Ok, très clair. Ouais, elle est fou cette anecdote, effectivement, et je pense elle est aussi ridicule que malvenue. Mais bon, je pense que Mais ça. globalement, 99% du temps, je te dis, c'est la seule chose, le seul Ouais, moment ouais, non, non, mais elle est où j'ai eu symptomatique ça. parce que, en même temps, c'est vrai que je crois qu'il n'y a pas écrit russe sur ton front. Voilà, je pense qu'on ne se pose même pas la question dans la crypto d'où viennent les gens, quelle est leur origine, parfois même quel est leur sexe, puisqu'on est derrière des PFP pour beaucoup d'entre nous. Et donc, en vrai, c'est ça qui fait que
on ne se pose pas toutes ces questions, mais le contexte dont tu parlais faisait qu'on voyait, tu as dû effectivement dire d'où tu venais. Mais voilà, moi personnellement, je suis juif. Bon, moi je m'appelle Cohen, c'est quand même un peu compliqué de le cacher. Et il a fallu que j'attende, je sais pas, 3-4 ans pour avoir ma première menace de mort antisémite dans mes DM. Bon, j'ai envie de te dire, ça fait peut-être aussi partie du jeu quand tu deviens un tout petit peu public, même si évidemment on peut que le regretter. Mais voilà, heureusement, dans le Web 3, c'est quand même assez rare, pour ne pas dire infime. Donc, tant Ouais, mieux. j'ai jamais eu de menace de mort pour le moment, mais je pense, je me suis pas mis assez de jours à dos, donc ça va. Ah, mais en plus, pour le coup, je crois que c'est surtout une question de prise de position, en fait. C'est-à-dire que dès que tu prends pas Mm. position ou que tu restes loin des débats un peu clivants, en général, tu risques pas grand-chose. Donc, tant mieux. Et je comprends que beaucoup, d'ailleurs, ne rentrent pas là-dedans pour cela. Si on avance Après, un je pense juste pour finir, je trouve cette discussion ultra peu, intéressante, tu vois. Mais je pense, certes, quand tu es public, tu t'exposes à ce genre de choses, mais ensuite, tu as ce côté de pourquoi est-ce que tu es public et pourquoi est-ce que tu as une certaine image, je trouve. Et donc, des fois, euh, je pense que tu es légitime pour te prononcer sur le sujet dont tu es considéré, entre guillemets, expert, plutôt que de partir dans des sujets dont tu n'es pas expert. Et je pense que si tu as une connaissance approfondie de n'importe quel sujet et que tu rentres dedans et que tu peux prouver par A plus B que, entre guillemets, soit tu as raison ou que ton argumentaire tient la route, je pense que c'est. Et que tu es respectueux dans ta démarche, dans ce que tu fais, je pense que c'est rare que ça t'apporte beaucoup de problèmes. Parce que je prends quand même position sur certains sujets. Ça va être surtout des sujets crypto aujourd'hui ou des sujets de comportement de certaines personnes. Je l'ai déjà fait. Euh, mais je ne vais pas aller m'aventurer dans les sujets dont je ne suis pas expert. Et c'est pour ça, je pense aussi que ça m'apportait un peu moins préjudice par rapport à ça. oui, oui, non, mais enfin, après, il y a des sujets qui sont plus clivants que d'autres, hein, Oui, bien et sûr. plus Bien sûr. dangereux, entre guillemets. Mais j'adorerais que tu aies raison, mais malheureusement, dans un système de clan ou de parti, c'est pas souvent la raison qui l'emporte, c'est le nombre, la meute, etc. Mais bon, Mm. en tout cas, si on avance un petit peu, parlons justement de, alors peut-être, alors, donc tes études, tes premiers jobs un petit peu, et puis ensuite, ça va nous mener à comment tu as découvert crypto, Bitcoin et tout ça. Ouais, alors, en fait, à la fin de mon lycée, donc j'ai fait SP maths, parce qu'encore une fois, j'aimais bien les maths, je n'aimais pas la SVT et la physique. Donc j'étais parti plus dans tout ce qui est maths. Et j'ai fait S parce que ça t'ouvrait plein de portes et je savais pas vraiment ce que je voulais faire. J'avais un peu d'idées dans le sens où je me disais j'ai envie d'avoir mon propre truc un jour, mais au début je me suis dit j'ai envie d'être un avocat parce que je me suis dit les avocats ça gagne bien, j'ai besoin d'argent, je viens pas d'une famille qui est riche donc j'ai besoin de me faire mon propre argent par moi-même. Du coup tu commences à regarder les jobs qui payent le mieux, tu regardes avocat aux États-Unis, tu te dis waouh le banger que c'est. Mais avocat, Donc c'est à un plutôt elle. Ouais, mais si tu regardes aux États-Unis, tu peux faire, enfin, c'est les études qui comptent, on va dire, pour la suite. Mais et du coup, j'avais commencé à regarder pour être pris dans des universités comme Stanford, Oxford. Enfin bref, je regardais des trucs, mais je savais que j'avais pas l'argent pour le payer, donc il fallait que j'ai des notes, mais j'avais pas les notes non plus qui suivaient parce que en fait, j'étais pas non plus un élève modèle dans le sens où les cours ça me faisait chier et j'étais plus passionné par le sport et rencontrer des gens. J'ai quand même fini avec un bac mention bien, avec 15,3, je crois, ou 15,3 de moyenne. C'est beau, hein, surtout Voilà. quand on sait que tu es en France que depuis à ce moment-là, que depuis 4 ans. C'est beau quand même, franchement, Ah, bravo. j'ai eu le brevet mention très bien avec un 17 en français, donc ça allait déjà à partir de la troisième. Mais du coup, ouais, après le lycée, j'ai un peu commencé à regarder ce qu'il y avait comme école. Et de base, je voulais faire prépa. Et à l'époque, mon beau-père, il m'a dit, est-ce que tu es prêt pendant 2 ans, de ne pas sortir de chez toi, ne pas avoir de vie sociale est-ce que tu es prêt à assumer ça? Parce que oui, certes, ça va te donner peut-être accès à des écoles, mais est-ce que tu veux pas regarder les écoles qui peuvent te prendre direct post-bac plutôt que de tuer 2 ans de ta Moi, vie et te connaissant, tu n'arriverais pas?
J'ai fait une prépa HEC et c'est vrai que j'avais dans la même école, j'avais les prépas scientifiques aussi. Et effectivement, oui, c'est 2 ans où clairement, tu sors pas en fait. En plus, nous, il y avait un dortoir, donc il y avait un internat, donc tu sortais encore moins. Et effectivement, ouais, c'est ça. Tu mis ta vie entre parenthèses pendant 2 ans. Et ensuite, par contre, tu peux prétendre aux écoles, donc dans ton cas, les écoles d'ingé, et dans le mien, les écoles de commerce, les meilleures de Non, France. moi, Hein. c'est les écoles de commerce. Moi, c'est les écoles de Ah, commerce que c'était je prépa regardais. HEC, c'était pas prépa scientifique? Non, non, je regardais juste En fait, je voulais faire une prépa à Metz et ensuite partir dans une école de commerce. Ok, donc c'était prépa HEC, préparation aux hautes écoles de commerce. Ah oui, d'accord, je croyais que tu parlais de Moi, je pensais que quelque tu chose qui est voulais faire intégré à HEC. une prépa scientifique, moi, pour faire une école Non, d'Angers non, derrière. Ok, non, non, d'accord. Ok. Et non, alors non, je voulais finalement, aller. pas de prépa. Tu préférais sortir Non, et kiffer la vie. Mais tu as raison. Franchement, à c'est cet ça. âge-là, on a 18 ans, c'est le meilleur endroit. On peut commencer à sortir en boîte. Et là, on nous dit qu'on peut pas. C'est très grave. Ouais, ouais. Mais à l'époque, tu vois, j'étais toujours très contre le fait d'aller à Paris, parce que du coup, j'étais à Metz. Je voulais pas aller à Paris parce que je trouvais que c'était trop. Et du coup, je regardais les écoles de commerce qui étaient en dehors de Paris. Et celle sur laquelle j'étais tombé, c'était l'EDEC. Je regardais s'ils avaient un programme post-bac, c'était le BBA. Du coup, il y avait la journée porte ouverte qui avait lieu quelques semaines après que j'ai regardé, quelques semaines avant le bac, etc. Donc, on est allé à cette journée porte ouverte et ils ont annoncé l'ouverture d'un nouveau programme qui s'appelait le BBA international. Et en gros, c'était un programme qui était spécial dans le sens où tu passais un an sur chaque continent, un an en Europe, un an aux États-Unis, un an en Asie. Et c'était un an à Lille, un an à Los Angeles et un an à Singapour. Mais en gros, il y avait une sélection qui était assez forte pour ce programme. Je crois qu'il y avait 600 personnes qui ont postulé. Il n'y avait que 60 personnes qui étaient prises. Du coup, j'avais postulé pour ce programme-là. J'avais fait tous les tests, etc. Et j'avais été pris à l'EDEC déjà à ce moment-là. Donc, j'étais pris sur dossier. Euh, mais pour Donc, rentrer dans ce l'IDEC, programme, c'est il y avait des trucs en plus. l'IDEC, une des meilleures écoles de commerce de France qui se trouve à Lille. C'est ça. Mais encore une fois, en post-bac. Je précise, Ouais, ouais, ouais. c'était vraiment post-bac. Euh, et, euh, Et il y avait des tests en plus du coup pour rentrer dans ce programme et je me suis dit bah je m'inscris et on verra parce que je savais qu'il y avait énormément de gens qui avaient postulé. En fait, je crois que c'était pas 600 personnes mais 6000, je sais plus. Mais c'était énorme et en gros le pourcentage qui était pris était très 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 bas. Je me suis dit que j'avais quand même postulé parce que je voulais pas non plus rester pendant toutes mes études en France, même si tu as des échanges de 6 mois, etc. Je me suis dit je vais avoir une expérience full à 100%, à 100% incroyable. Et donc, je m'étais inscrit pour ça. J'avais passé les tests. C'était les tests d'anglais, des appels en anglais, un test de QI, je crois, enfin des trucs basiques, quoi. Et, euh, et en fait, on m'annonce que je suis pris pour ce programme. Et donc, à ce moment-là, je fais un prêt étudiant de 53 000 euros pour payer l'école, le logement, etc. Parce que bah, ma famille ne pouvait pas forcément m'aider. Ma mère, on avait un appart en Russie qu'elle a revendu à ce moment-là, aussi pour me permettre de payer les études. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est que par rapport au prêt, cet appart-là, il était quand même beaucoup. Enfin, il n'était pas du tout à la même valeur. Donc, c'était quelques milliers d'euros pour aider. Et donc, voilà, là, je fais mes études. Je fais mon premier stage au Luxembourg dans un cabinet d'avocats. J'aidais sur le côté marketing. Je sais plus trop exactement comment. Ensuite, j'ai fait un stage à Paris en tant que commercial pendant 6 mois. En fait, je faisais des appels tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'était un enfer. Tu, dé- Euh, tu démarchais ou tu En fait, prospectais? bah, alors justement, en fait, c'est assez drôle parce que c'était en réalité ma première expérience avec la blockchain, mais je m'en suis rendu compte que 4 ou 5 ans plus tard. Euh, alors, je crois que c'était le groupe Casino qui avait fait un partenariat avec SGS. Du coup, c'est une boîte qui est spécialisée dans la traçabilité et c'est un géant mondial dans les audits, la traçabilité, tout ce qui est chaîne d'approvisionnement. Et j'étais dans l'équipe de SGS, je sais même plus c'était quoi le poste, je sais juste que j'étais commercial et en gros, on était missionné par un grand groupe et je crois que c'était le groupe Casino, je sais plus, euh, pour appeler en fait toute leur chaîne d'approvisionnement, les forcer à s'inscrire sur une plateforme. Sur cette plateforme-là, ils devaient rentrer les informations et payer un frais.
Et ensuite, une fois qu'ils étaient inscrits, ils devaient nous communiquer la liste de tous leurs fournisseurs pour qu'ensuite eux ils s'inscrivent. En gros, c'était ça ma journée tout le temps. J'étais sur Salesforce et j'appelais des gens tous les jours. Ça me faisait chier. C'était infernal. Ouais, mais J'ai fini. c'est une bonne école, hein. C'est une bonne école, je pense. Moi, j'ai fait Ouais, commercial et c'est vrai que pour le coup, ça apprend à persévérer, à passer les objections, à travailler son discours. Enfin, je sais pas pour toi, mais moi, ça a été une école difficile, mais je regrette pas perso. Enfin, après, ouais, moi je t'avoue que ça m'a. pas C'était ouf. pas, c'était pas mon truc. Ok. Appeler des gens et surtout se prendre des refus parce que les Ah mecs bah ils oui, payent bah, déjà sinon c'est pas assez. drôle. Sinon, c'est pas Ouais, mais c'est drôle. ça. Et du coup, je me suis rendu compte plus tard qu'en fait, on leur expliquait la blockchain et on leur expliquait la blockchain au téléphone, sauf que moi, à l'époque, je n'étais pas du tout intéressé par ça. J'ai fait mon stage et puis j'ai oublié le truc, quoi. Euh, Et et après, euh, si on avance un peu, parce que en fait, je vois l'heure qui tourne et en vrai, au pire, c'est quoi? C'est pas grave, on mettra un peu de côté certains sujets d'actu, c'est pas très grave, parce que j'ai vraiment envie qu'on continue sur la partie parcours, mais peut-être parlons, voilà, tout ce qui est, peut-être quand tu commences chez Meria, parce qu'il faut parler de Meria, enfin, Just Mining à l'époque, Justement, Okinvest. j'y arrivais là, j'y arrivais. Ouais, en vrai, si je suis mon plan de base, il reste 22 minutes, c'est impossible. Donc, Ok, mais vas-y, ok. continuons un petit peu, si tu veux. Au pire, je te dis certains sujets d'actu, Non, mais on fera justement, passer plus tard. Vas-y. j'y arrive là. Et donc, j'arrive à la fin de mes études. Je dois faire un stage de 6 mois pour confirmer la fin de mes études. Sauf que moi, il me reste plus d'argent. Le stage de 6 mois, ça m'enchante pas. Et du coup, je commence à chercher des CDI, CDD ou des gradués de programme ou des VIE. Je finis par décrocher un VIE au Luxembourg pour des gens qui avaient fait un master en finance. J'ai pas fait de master. J'avais un BBA et j'ai été pris. Par une raison X ou Y, j'ai été pris à ce truc-là. Donc ça, c'était en 2020, début 2020. Et je devais commencer en janvier. Sauf que là, il y a un problème, c'est que j'ai été naturalisé français en 2018, je crois. En 2018, du coup, ce qui fait que je n'ai pas fait ma JDC ou la JAPD, peu importe comment les gens. Donc la journée du La citoyen, journée c'est. d'appel, c'est ça? Ouais, c'est ça. En gros, Ouais. tu viens pendant une journée, tu es assis dans une salle avec des gosses et qui ont à peu près ton âge et tout ce que tu fais, c'est écouter des trucs, on te pose des mots, des questions comme est-ce que tu connais ce mot en français? Enfin bref. Ce qui a fait que mon VIE a été décalé de 2 mois. Moi, à ce moment-là, j'ai pas d'argent. J'ai rien, j'ai plus rien, j'ai épuisé mon prêt étudiant. Je dois vivre. Donc, à l'époque, j'étais retourné chez ma mère à ce moment-là. Euh, je dois aller au Luxembourg. J'ai un coloc qui est chaud pour se mettre en coloc avec moi, qui est un pote à moi. Pareil, lui aussi, ça décale tout son début au Luxembourg. Et donc, du coup, je dois faire ma GAPD. Donc, je fais ma GAPD. Et après ça, je me rends compte que bah, du coup, pendant 2 mois, je vais potentiellement rien gagner. Et à ce moment-là, j'envoie un message à Julien Enrodias, qui était à l'époque à la tête de Descoin, et que j'avais rencontré à l'EDEC. Du coup, j'étais de la promo en dessous de celle de Owen et de Julien. Et j'envoie un message à Julien en disant écoute, est-ce que vous n'avez pas besoin d'un stagiaire pendant 2 mois? J'ai rien à faire, j'ai besoin d'argent. C'est littéralement ça le message. Et ça se finit par un MDR. Donc, c'est comme ça que j'ai postulé là-bas. Et il me dit bah écoute, nous aujourd'hui, on n'en a pas besoin, mais je vais voir avec Just Mining, donc Meria, comment ça s'appelait à l'époque, avec Owen. Et au final, j'ai été pris pour un stage là-bas. Ensuite, on m'a proposé un CDI, sauf que j'ai dit, bah écoutez les gars, moi j'ai mon VIE qui m'attend, j'ai un prêt étudiant à rembourser, ça va me payer beaucoup plus, mais je suis chaud de bosser pour vous le soir. Et donc ce que j'ai fait, c'est que je bossais de 9h à 18h pour mon VIE, et de 18h à minuit, 1h, je bossais pour Meria. Et en fait, quand j'étais arrivé chez Meria, c'est là que j'ai découvert réellement la crypto, parce que je suis arrivé chez Just Mining, je ne connaissais pas ce que la boîte faisait. J'ai découvert ça sur place. Et tu faisais quoi? C'était quoi ton job, ton rôle, De tes base tâches? marketing, ensuite commercial et ensuite support client. Ok, J'ai fait un peu de tout. ok. Et en fait, quand j'étais arrivé chez Meria, comme je connaissais rien sur les cryptos et que, en fait, on a vu que le marketing, ça allait pas trop, et donc j'étais plus commercial que marketing. Et surtout, quand j'étais arrivé, on était 7 ou 6 chez Meria, je crois, je sais plus. Donc c'était une très petite équipe par rapport à ce qu'est Meria aujourd'hui. Donc tout le monde faisait un peu de tout et moi je faisais du commercial à ce moment-là. Et du coup, bah, je devais apprendre plus les cryptos. Et du coup, tout ce que je faisais toute la journée, c'est me taper les lives de Wen, les vidéos de Wen,
lire Binance Academy. Ça a été un énorme truc pour moi. Binance Academy, c'est grâce à ça que j'ai beaucoup, beaucoup appris. Et le livre qui s'appelle The Crypto MBA de Frédéric Bonelli, que Owen m'avait prêté à l'époque. Et en gros, tout ce que je faisais du matin au soir, c'est apprendre, 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 parce que j'avais du retard. J'étais arrivé en début 2020 et il y avait tout le monde qui était déjà là depuis 2016-2017. Et moi, j'étais un peu le retardataire de tout le truc. Et du coup, j'ai dû apprendre énormément très rapidement. Et c'est comme ça que j'ai commencé dans la crypto, globalement. On a reçu Thibaut dans l'émission pour une interview. D'ailleurs, vous pouvez retrouver l'émission sur la chaîne YouTube où on a passé 1 heure et demie avec lui à retracer son histoire à lui, par le prisme évidemment de Just Mining. Donc, n'hésitez pas à aller l'écouter. Ok, donc c'est comme ça que tu mets un vrai pied dans la crypto. Alors, surtout, quelle coïncidence, parce que Metz, a priori, entre Metz et Ouais, crypto, j'en parlais avec Thibaut évidemment à l'époque. Au départ, il n'y a rien qui prédispose Metz à être l'espèce de Silicon Valley à la française pour la crypto. ouais. Et finalement, bah, si, c'est devenu un des incubateurs des boîtes crypto du groupe, on va dire, hein, avec, tu l'as dit, Descoin, qui est un broker, Meria, qui est… À l'époque, il y avait aussi Tresorio, qui était la boîte qui chauffait les hôpitaux grâce à des machines de minage. À Metz aussi. Ok, Mais ouais, tu vois, c'est j'ai un jamais peu. entendu parler. Mais je crois qu'ils ont fermé maintenant, ou alors ils se sont renommés, je ne sais pas exactement. Mais moi, le truc, c'est que j'étais arrivé en France à Metz. Ensuite, j'ai fait mes études à l'étranger. Je me suis dit, mais jamais de la vie, je remets un pied à Metz. Aujourd'hui, je suis encore à Metz. Donc, c'est quand même, l'histoire, C'est fou. Ouais. elle est très rigolo. Et alors, qu'est-ce que tu as aimé alors, pas qu'est-ce que tu as, est-ce que tu as aimé et qu'est-ce que tu as aimé justement dans toute la partie crypto, blockchain, décentralisation parce que tu as appris, parce que tu devais, c'était ton taf, mais est-ce que tu y as pris plaisir? Et si oui, c'est quoi qui t'a le plus parlé, toi, à titre personnel? Est-ce que c'est les enjeux philosophiques et idéologiques derrière? Est-ce que c'est la quête de souveraineté? Est-ce que c'est l'aspect spéculation? Est-ce que c'est la tech? Est-ce que c'est le réseau social que ça t'a créé? Ou est-ce que c'était juste de l'opportunisme après coup? Bah, pour le coup, au début, c'était de l'opportunisme, hein. J'avais besoin d'un stage, on m'a pris un stage, j'étais payé, voilà. De base, c'était ça, hein. Je vais pas mentir que je suis rentré dans la crypto parce que j'ai découvert la crypto. J'ai découvert la crypto en arrivant à mon stage parce que j'avais besoin d'argent. C'est tout. Euh, la réalité, je pense que j'en ai déjà parlé une ou deux fois, mais en fait, quand j'étais arrivé chez Meria, il faut savoir que mon VIE, j'ai quasi rien fait pendant mon VIE parce que ça m'intéressait pas. C'était dans le secteur bancaire, j'ai détesté. Euh, je, je sais toujours pas ce que la boîte elle fait, la boîte dans laquelle j'étais en VIE. Donc, euh, je pense quand j'étais C'est quoi arrivé que tu as aimé chez, alors? C'est quoi qui t'a fait rester? Tu es encore dans le milieu aujourd'hui, donc qu'est-ce qui t'a et qu'est-ce qui t'a fait, qu'est-ce qui t'a attiré? Qu'est-ce qui t'a fait rester? C'est quoi? C'est les gens, en fait, peut-être? en fait, c'est la passion des gens qui étaient chez Just Mining. Quand tu arrives dans une équipe où il y a que des jeunes qui ont peut-être 2 3 ans de plus que toi maximum, qui sont tous dans une cave à bosser comme des acharnés de 9 heures du mat jusqu'à 22 heures du soir, que tu fais partie de cet écosystème, qu'on commence à te dire, bah écoute, là, on peut encore faire plein de trucs, on peut encore faire plein de choses ensemble, etc. Et que tu te dis, ok, mais pour faire partie de ce milieu-là, il faut que j'apprenne. Et quand tu commences à apprendre, que tu commences à comprendre, et que tu commences à te dire, ok, je commence à devenir plus ou moins compétent avant de te faire remettre les pieds sur terre par quelqu'un qui s'appelle Mark Zeller. Mais euh, en C'est-à-dire, fait, Mark Zeller, le fondateur de AAV, c'est ça? Enfin, pas cofondateur, le ouais, fondateur, mais la première DAO liée à AAV, c'est ça? le premier contributeur de AAV, donc si on Ouais, parle c'est de ça. AAV Chain Initiative, ouais. Ouais. À Bah, en à fait, quel moment il te remet les pieds sur terre? Raconte si c'est une anecdote, parce que j'ai pas la ref du tout. bah, en gros bah, du coup, justement pour finir sur cette partie-là, euh, en fait, j'ai commencé à avoir de nouveau cette soif d'apprentissage et cette soif d'en savoir plus. Et c'est un truc que je n'avais pas ressenti depuis des années pendant mes études parce qu'en fait, j'apprenais tout seul et j'apprenais ce que je voulais apprendre.
Et ça m'a énormément aidé à m'intéresser beaucoup plus à la crypto. Et entre-temps, tout ça se passe. Je suis en VIE. À côté de ça, je bosse chez Meria. Et à côté de ça, j'ai deux potes à moi qui viennent me voir. Enfin, j'ai un pote à moi du lycée qui vient de me voir et qui me dit, écoute, viens, on monte une page Insta pour des potes à nous. Parce que moi, j'investis en bourse, toi, tu investis en crypto. Et on commence à parler aux gens de tout ce qu'on fait en investissement. Et puis, c'est juste, on fait ça pour nos potes. À ce moment-là, je dis, bah attends, mec, moi j'ai deux potes encore. J'ai un pote qui s'est spécialisé dans l'immobilier et j'ai un pote qui avait une newsletter financière mais qui n'est plus du tout en ligne. Viens, on les ramène avec nous. C'est comme ça qu'on a commencé Hawk. Et à ce moment-là, Hawk commence à se développer, on commence à publier beaucoup sur Instagram et vient le premier Surfing Bitcoin. D'où ça vient, Hawk, le nom Hawk? Il n'y a pas de, c'est vraiment, on a créé une page Insta, on s'est dit, il y a quoi de solide? Ok, enchaîne en anglais, c'est Hawk, voilà. C'est la fin de l'histoire. Hawk, quand ça a été créé, il n'y avait pas de pensée derrière. On ne pensait pas que ça allait devenir quelque chose, tu vois. Et donc, quand on l'a créé, c'était hawk.invest, voilà, sur Insta. Et du coup, à côté de ça, du coup, je finis mon VIE, je passe en CD chez Meria. Et à côté de ça, je commence à développer Hawk avec mes potes. Et vient le premier Surfing Bitcoin, du coup, j'y vais. Il y avait un side event qui était organisé par Rect, donc à l'époque de Julien Bouteloup, qui était dans un petit resto, etc. Et j'arrive à cette soirée. Il y a Marc Zeller, le gars que je suis sur Twitter et que j'admire énormément. Il y a Grégory Raymond qui est là, qui était à l'époque encore chez Capital de la newsletter 21 millions. Il y a la femme de Marc Zeller, il y a Julien Bouteloup, il y a les avocats Orwell. Il y avait tout l'écosystème qui est encore présent aujourd'hui, qui était là. Et moi, avec une page Insta à 3000 abos, dès que je dis que j'ai une page sur Insta, tout le monde me prend pour un scammer parce qu'à l'époque, la seule personne sur Insta, c'était qui? Bah, Caroline Jurado, génial. Euh, et à cette soirée, je commence à discuter avec Mark Zeller. Et je me rappelle, je commence à expliquer des trucs. Et il me dit, alors, ok, ça, c'est pas ça, ça, c'est pas bon, ça, t'as pas bien compris, ça, c'est, ouais, t'as un peu raison, mais pas vraiment. Et ça, je vais t'expliquer comment ça se passe. Et en fait, à ce moment-là, moi qui m'étais dit, ah, mais putain, je commence à devenir un expert en crypto, en fait, j'avais rien compris. Et du coup, je me rappelle, après Surfing Bitcoin, j'étais rentré je me suis juste replongé dans toute la tech, dans le fonctionnement de différents protocoles, dans plein de choses que je comprenais en réalité pas et que je croyais comprendre à l'époque. Et c'est un peu Mark Zeller qui m'a remis les pieds sur terre en mode mec, et c'était gentil, tu vois, c'était pas en mode ouais, t'es con. Non, non, là, t'as pas compris, là, il te manque des éléments, là, je vais t'expliquer comment ça se Mais je passe. pense que c'est comme un. On a tous vécu ça à un moment donné dans notre parcours, je pense. Et C'est Denis Miller, non, l'effet, je sais plus comment ça s'appelle. alors moi, je connais pas s'il y a, il y a forcément un effet avec un nom que je connais pas. Mais moi, c'est plus, j'allais te parler d'un film. Un film un peu compliqué où tu as besoin, tu sais, de le revoir au moins deux, trois Mm. fois pour être sûr d'avoir bien compris. Et en l'occurrence, c'est exactement ça. Moi, je me rappelle, avant d'avoir fait ma formation chez Alira en tant que consultant blockchain, moi, j'ai cofondé des boîtes, Psan, j'ai consultant, tokenomics, Web3 gaming, bref, plein de choses pendant des années. Je pensais tout bien connaître et tout bien comprendre. Et j'ai fait cette formation. Alors, je ne dis pas que je me suis rendu compte que j'avais rien compris, quand même pas. Mais par contre, j'ai appris, réappris, recompris. Effectivement, beaucoup de choses. Effectivement, ce que tu viens de m'envoyer, je vais le partager dans les commentaires. L'effet Dunning-Kruger, tu vois, je ne connaissais pas, mais c'est exactement ça. Parfois, il faut repartir à zéro pour être sûr de bien réapprendre les choses. Donc là, tu penses que tu en es où là? Plateau de consolidation, ça y est, tu es passé par la vallée de l'humilité. Mm. Ouais, bah, je pense que je suis passé par la vallée de l'humilité, mais je pense que je suis pas encore sur le plateau de consolidation. Je pense que je suis sur la piste qui monte parce que j'essaie de faire plein de choses, mais j'ai plus autant le temps de digue qu'avant. Je pense que aujourd'hui, la réalité, c'est que j'écris de moins en moins et je lis de moins en moins. J'essaie de gérer des choses de plus en plus. Je parle de plus en plus avec des gens, mais la réalité, c'est que je ne peux pas tout faire. C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, on a Lilian également qui est avec nous, qu'on bosse avec des contributeurs comme Joey Star, comme TX, qui eux diguent en continu et qui savent probablement plus de choses que moi sur certains points.
sur certains écosystèmes. Je parle la plupart du temps avec des mecs qui sont beaucoup plus intelligents que moi ou qui ont des compétences dans des domaines qui sont différents des miens, mais parce que c'est aussi un cycle normal, je trouve. Oui, Euh, non, mais Pendant longtemps, j'étais le digger, j'étais celui qui était ah bah salut TX. J'étais celui qui lisait beaucoup, qui écrivait peu, mais qui lisait beaucoup. Ensuite, j'étais devenu celui qui écrivait beaucoup et lisait beaucoup. Et aujourd'hui, je pense que je suis ni l'un ni l'autre. Donc, je pense que je suis celui qui parle beaucoup. Mais j'ai juste changé de perspective un peu par rapport à ce que je fais aujourd'hui. non, mais c'est une évolution normale. Alors, donc justement, donc Hawkinvest, au début, c'est une page où vous partagez j'allais dire des conseils, en tout cas des Non, informations. c'était pas des conseils, ouais, c'était vraiment de l'analyse fondamentale des actions, des cryptos, des trucs de l'immobilier, du marché global, de la géopolitique. On faisait un peu de tout, quoi, à l'époque. Et donc, ensuite, eh bien, vous faites un constat. En tout cas, c'est comme ça que vous l'avez vendu à l'époque. Dis-moi si je me trompe. Vous faites un constat, c'est que les médias crypto racontent tous la même chose. Alors ça, Vous en avez ça marre. c'était avant ça. Ça, c'était largement après, pardon. C'était Ben oui, largement mais parce après. qu'en fait, il faut qu'on avance. Et en fait, le paquet de Hawkinvest. Ah oui, parce que tu veux qu'on parle de la partie média, les rapports, etc. Vas-y, si tu Non, veux. non, 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 non. Raconte-nous. On va faire très vite. En fait, on a commencé sur Insta. Sur Insta, on était parmi les premiers à faire ça. Il y avait également notre compte qui s'appelait Info Économique qui faisait ça. Il y avait Actionnaire qui faisait ça. Il y avait un peu 4-5 comptes peut-être qui ressortaient. Tu avais Boursogramme qui faisait un peu ça, mais en solo avec un accompagnement derrière. Et, euh, et en gros, nous, on a commencé à s'ouvrir à Twitter parce que du coup, moi, j'étais très présent dans la crypto. Du coup, j'ai commencé à faire des actus à la seconde. Ensuite, on a eu la période où on a commencé à avoir des boîtes qui nous approchaient en disant, écoutez, on aime bien ce que vous faites, on aimerait faire la même chose. Donc, on a ouvert une agence de communication pour les professionnels de la finance qui s'appelle Wasabi, qui aujourd'hui fonctionne toujours et qui aujourd'hui accompagne une quinzaine de clients tous les mois dans leur production de contenu. Ensuite, l'année dernière, on a racheté Info Économique qui était là avant nous, mais que nous, on pensait on pouvait leur donner quelque chose de plus dans leur développement et qui fonctionne aujourd'hui très bien avec Colepi qui est aux commandes, qui est totalement excellent sur la partie géopolitique et la finance traditionnelle, tout en ayant une approche un peu crypto de par son parcours. Et on a Oak Research aujourd'hui qui est né un peu de la frustration, comme tu l'as dit, du fait que, bah, en fait, les médias racontent plus ou moins tous la même chose et la plupart du temps, ce sont les choses qui sont traduites depuis l'anglais vers le français et la seule chose qui compte, c'est qui a posté en premier et qui va être RT en premier par une grosse personnalité ou par de grosses personnes de sa commu, quoi. Et Ça m'amuse parce que j'ai vu hier, ton tweet hier. J'ai vu ton tweet hier. j'ai trouvé ça vraiment très. Alors là, c'était pas traduit de l'anglais, puisque c'était une news française. Et en fait, je partageais ton constat, évidemment, qu'on voyait tous les médias finalement republier exactement la même chose, etc. Mais hier, enfin, je ne sais pas si c'est moi ou. Mais hier, c'était effrayant de réalité sur la news sur Toulouse, Toulouse, qui ouais. accepte, enfin le réseau de transport en commun qui accepte les paiements crypto à Toulouse. Et Ouais. hier, on a été, mais toute la journée, mais c'est impressionnant. En tout cas, mon fil Twitter a été mais abondé de tous les sites qu'on suit tous. On ne va pas les nommer, vous les connaissez. Et après tout, chacun individuellement fait son taf. C'est même pas le sujet, tu vois. Mais au niveau écosystémique, c'est impressionnant comment on a vu passer cette news passer au moins 20 fois dans le feed. Et là, pour le coup, j'avoue que je me suis souvenu de vous il y a quelques mois quand vous avez lancé Oak Research en disant bon, on n'a pas envie d'être un énième publicateur d'informations que vous avez déjà par ailleurs. Et donc voilà. Et d'ailleurs, là, on a dans les commentaires, c'est factuellement vrai, mais un peu réducteur. Non, mais on ne dit pas qu'il n'y a Non, que en ça. réalité, non, en Mais fait, ce qu'il faut hier, c'était comprendre, c'est fou quand que même. quand tu es un média, tu es obligé de traiter les infos. C'est pour ça que les gens ils te suivent.
Et à l'époque, quand on avait encore Hawk, on n'avait pas Hawk Research, j'avais fait ce constat il y a des années en réalité, c'est que bah, tout le monde republie la même news, mais parce que c'est notre taf. Et donc, à ce moment-là, ce que j'avais fait, c'est que j'avais appelé les fondateurs des trois plus gros médias de l'époque, donc Journal du Coin, Cryptost et Coin Academy. Et j'ai dit, écoutez les gars, aujourd'hui, vous avez des gars qui sont excellents dans vos médias, mais on est à chaque fois un peu en compétition, un peu genre en train de faire des trucs chacun de notre côté. Venez, on fait un podcast. Et ce on a appelé le Media Merge. Et en fait, c'était tous les 6 mois, on s'asseyait à quatre. Donc, c'était Cryptic de chez JDC, Lilian de chez Cryptost et Léo de Coin Academy, donc CryptoPixou, et moi de Hawk. On s'asseyait et on parlait de comment est-ce qu'on voyait le marché, vers où est-ce qu'il se dirigeait, etc. Et je crois qu'on a fait 4 ou 5 épisodes avant que ça s'arrête. Mais c'était quelque chose qu'on avait déjà essayé de faire. On avait dit, bah écoutez, venez, on crée un chat ensemble et le premier qui relaie la news, bah les autres le relaient. Comme ça, en fait, on a une entraide. Sauf qu'en fait, en réalité, c'est très compliqué à faire dans le sens où pourquoi est-ce que Cryptost relayerait le JDC ou inversement, ou pourquoi est-ce que Cryptost qui a 200K sur Twitter relayerait Hawk qui à l'époque avait peut-être 4000 ou 5000 abonnés sur Twitter, tu vois. Et en fait, c'est très compliqué à trouver et qu'on Parce que balance et ensuite, ça a le aussi noté modèle des économique. actionnaires, des impressions, de l'audience que tu as, que tu mets dans tes offres commerciales. Et donc, en fait, c'est très compliqué de ne pas avoir ce genre de choses. Mais Oui, parce la qu'il faut réalité, comprendre, c'est que, ouais, pour ceux qui nous écoutent, il faut comprendre que ces médias, leur business model, il est essentiellement lié à leur audience, au nombre de visiteurs je sais pas, par jour ou par mois, peu importe, à leur audience sur les réseaux sociaux, etc. Et qu'en fait, leurs revenus viennent essentiellement en fait de bannières publicitaires, d'articles sponsorisés. Bah oui, parce qu'en fait, vous, quand vous venez sur le site, vous payez pas. Donc, comme le produit, il est gratuit, bah, c'est vous le produit, c'est finalement votre passage, votre attention, votre lecture, etc. Et donc forcément, quand tu dis que l'un n'a pas intérêt à reposter l'autre, bah ouais, en fait, c'est logique. mm, Et donc c'est pour ça que sans doute ce merge, en fait, il est intéressant au niveau événementiel, mais ça ne crée pas, de mon point de vue, un business model ou quelque chose de durable. Et non, puis après, il y a aussi peut-être des questions d'ego qui, c'est normal, jouent dans la concurrence, où on a tous envie d'être le premier à poster, de faire des meilleurs chiffres que l'autre. Et ça, c'est sain, bien c'est sûr, sain d'ailleurs. bien Euh, sûr. mais évidemment, c'est une limite. Euh, alors donc, justement, je mets en commentaire ce pourquoi Ouais, ça j'imagine c'est ce petit cœur coréen. Tu sais, c'est un peu une anecdote. Tu sais ce que je croyais que c'était ça, moi avant, je croyais que ça veut dire l'argent. mais oui. Et j'ai découvert finalement très tard que c'était un petit cœur coréen. Bien, alors, J'ai une pote à moi qui est thaï qui m'a fait ça une fois et je comprenais pas ce que ça voulait dire. Elle m'a expliqué que c'était un cœur en fait. oui, non, mais c'est ça. Mais moi, au début, j'ai un pote à moi en fin d'émission, il me fait ça. Et je lui dis, frérot, il n'y a pas d'oseille. Et il me dit, mais non, c'est un cœur. Je dis, ah, ok, maintenant j'ai capté. Bon, alors donc Oak Research. Donc ça, c'est un peu ta nouvelle aventure. Ça fait combien de temps maintenant? On peut dire, c'était septembre dernier, un truc comme ça, non? Ça doit faire 6 mois, non? Octobre. Ça a commencé en octobre, mais en réalité, là, ça va faire 1 an qu'on en parle. Entre le moment où on en a parlé la première fois, où on a commencé à conceptualiser ce qu'on voulait faire, vers où on voulait aller, le développement de la plateforme, la recherche des gens, enfin, tout un tas de choses. Il y a quand même du temps qui passait, mais on s'est lancé au mois d'octobre, mi-octobre, je crois, le 14, quelque chose comme ça. Et ouais, donc ça fait à peu près 6 mois aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est Hawk en 2 mots? Alors, évidemment, vous trouvez les liens en description de la vidéo YouTube et du replay en podcast, bien sûr. Qu'est-ce que c'est? Alors, moi, je t'ai présenté parce que ça m'amuse et parce que c'est aussi une façon dont, à l'époque, vous vous êtes présenté. Mais c'est normal, il faut un petit peu titiller, comme le Messari français. Ouais. Concrètement, non, mais évidemment, il y a du chemin et même, en fait, votre proposition de valeur est finalement un peu différente. Mais pour autant, là, qu'est-ce que c'est Oak Research pour ceux qui sont passés à côté? Oak Research, c'est une plateforme de recherche, d'analyse, de rapport qui se focalise sur l'intelligence crypto. Donc, on va analyser les projets, on va analyser la tech, on va analyser les tendances, on va faire des rapports de marché,
on va essayer d'aller au-delà du bruit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on traite très, très peu de news. Et aujourd'hui, lorsqu'on essaie de traiter les news, on essaie de les rendre plus digestes et plus simples à comprendre, notamment à travers Twitter, où on explique certains concepts, certains votes de gouvernance, ce genre de choses. Mais aujourd'hui, le fonctionnement de Hawk Research, c'est une plateforme où il y a des gens qui écrivent des analyses et des rapports qui aujourd'hui sont disponibles gratuitement qui traitent des sujets différents et que j'invite tout le monde à aller découvrir. Moi, c'est bien résumé. Alors, il y a évidemment des articles et des dossiers de recherche, on va dire, thématiques. Et puis, il y a aussi, là, par exemple, quelque chose que j'ai découvert en préparant l'émission, un market review mensuel, visiblement. Je mets le lien dans les commentaires, dans lequel on a un espèce d'aperçu des grandes tendances et des grosses informations, vraiment les choses importantes, hein, évidemment. Vous n'allez pas parler, j'imagine, des cryptos à Toulouse dans le, dans le Non. rapport de recherche. Non, non. un jour peut-être. Si la ville de Toulouse décide de se constituer une réserve stratégique en Bitcoin, peut-être que vous en parlerez. On sera les premiers à traiter cette news, sûrement. En Parce plus, que on adore Toulouse. l'impact que ça aura, je pense, sur les marchés, il est non négligeable. Énorme, énorme, la ville rose. Bon, alors donc, ce dossier de recherche, là, par exemple, mensuel, aussi des dossiers beaucoup plus poussés, beaucoup plus deep tech sur des écosystèmes. Je crois que j'ai vu passer, il y a du Berachain, il y a du Sonic. Enfin, je ne vais pas tous les citer, mais en On en a gros, sorti un voilà. aujourd'hui qui est intéressant sur Kaito, pour ceux qui s'intéressent. Kaito, très cool, Kaito, très cool. SocialFi, Twitter, tu tweets, tu te connectes avec des gars un peu importants et ça te permet de monter dans le classement et de gagner des tokens. Moi, j'ai gagné, je crois, 100 ou 200 balles là-dessus en faisant rien de plus que ce que je fais tous les jours. Il y en a qui ont gagné des milliers et c'est très bien. Mais ouais, très cool. Ok, donc ça c'est intéressant. Et surtout, moi, ce que j'aime bien, c'est que vous êtes vraiment Hawk, c'est tout sauf chaud. Parce que Kaito, finalement, c'est sorti il y a quelques mois. À l'époque, tout le monde en a parlé, tout le monde a partagé son référal, évidemment. Bon, alors, il faut savoir que Kaito, on en a parlé dans le dossier de fin d'année au début. Et c'était une semaine après le lancement de Yap. Donc, les gens qui ont lu le dossier et qui ont vu qu'on en a parlé, on avait dit qu'il y avait une grosse opportunité à prendre dans le sens où ça ne vous demande rien de plus que juste de connecter votre Twitter. Et aujourd'hui, même les gens qui n'ont pas eu de Yap, comme il disait, les points que tu as accumulés sur Twitter, ils ont quand même reçu un airdrop. Donc, à l'époque, on avait déjà abordé ça. Là, aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on parle de Kaito? C'est parce que, de un, on aime bien la solution, et de deux, il y a encore énormément d'opportunités avec Kaito, je le pense sincèrement. Disclaimer, j'ai du Kaito, j'ai du S-Kaito, j'ai des Yap, enfin voilà. Mais pour moi, c'est une opportunité de fou encore qui existe aujourd'hui. Et je trouve que justement, après l'airdrop, il y a beaucoup de gens qui l'ont laissé de côté. Et je pense qu'actuellement, ça va être très rentable si vous commencez à vous y intéresser et à farmer, entre guillemets, les YAP. Ok. Juste Donc ça, pour donner un ordre d'idée, aujourd'hui, je gagne 4 à 5 fois plus de YAP que la période où tout le monde en a parlé. Moi, je conseille à tout le monde de s'y intéresser, aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a fait ce rapport. ok, donc il y a quand même du show. Mais il y a quand même, encore une fois, une prise de recul sur les tendances et essayer d'aller un petit peu plus loin. Et comme tu disais tout à l'heure, aller un peu au-delà du bruit. Mais pour ceux qui ne sont pas suivis par des smart accounts, est-ce que ça en vaut la peine? Tiens, petite Oui, question. Ouais. oui, ouais, c'est intéressant, mais ensuite, il faut comprendre que là, ce sont les Kaito et les State Kaito qui sont privilégiés sur la plateforme. Donc aujourd'hui, je trouve que ça vaut toujours la peine de farmer des yaps. Mais encore une fois, en fait, ils ajustent leur algorithme en continu. C'est ajusté avec de l'IA. D'ailleurs, via un subnet sur BitTensor, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, mais Kaito, ils ont leur propre subnet. Donc, juste lisez l'article. Lisez l'article, ne me posez pas la question. Ou lisez mon thread que j'ai mis cet après-midi sur Twitter. J'explique tout là-dedans, j'explique les opportunités qu'il y a, j'explique pourquoi moi je trouve que c'est encore intéressant, j'explique tout. Donc, juste lisez, je vous jure, lisez les choses parce que ça aussi, c'est un peu une frustration, c'est que les gens aujourd'hui, depuis l'arrivée de ChatGPT, les gens ne lisent plus
Et les gens, ils font plus l'effort de se dire, OK, je vais prendre 1 heure de mon temps pour lire des choses. Et ils vont juste dire à ChatGPT, résume-moi ça. Et en fait, tu passes à côté d'énormément de choses. Et aujourd'hui, je trouve que c'est ce qu'on essaie de changer à travers Twitter, à travers des petits résumés, etc. Mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est de lire les trucs, de les écouter réellement. Et franchement, j'invite tout le monde à le faire. Et c'est pour ça qu'on le fait aussi. On le fait pas juste pour dire, ah, on a sorti un rapport cool. On le fait pour que les gens le lisent et qu'ils se disent que aujourd'hui, ce que nous, on fait, ça a des fois de l'avance sur ce que les anglophones font. Et aujourd'hui, avec Oak Research, lorsqu'on a parlé du Switch, par exemple, lorsqu'on a parlé de Story, lorsqu'on a parlé de Kaito, on était en avance sur la plupart des médias anglophones. Et c'est ça qu'on recherchait depuis le début. Ce n'est pas d'être à la traîne, ce n'est pas de subir des traductions de la part des gens, des médias ou des influenceurs, mais de faire du contenu qui nous est propre et de faire un contenu d'analyse et de recherche qui est approfondi. Aujourd'hui, je trouve qu'on arrive de plus en plus à le faire. Et aujourd'hui, ça montre de plus en plus qu'on en est capable, que le talent n'est pas uniquement du côté de Twitter anglophone. Donc j'invite tout le monde à lire ce qu'on fait parce que vraiment, on y met beaucoup de cœur, on y met des moyens, on fait de notre mieux pour le faire et on le fait de façon correcte. J'ai publié le lien de l'article dont tu parles. Moi, je l'ai trouvé qu'en anglais, parce qu'il existe qu'en anglais ou... Non, non, le site, déjà, tout le site est en français et en anglais. En bas à gauche de l'écran, normalement, tu as la petite icône de langue où tu peux switcher de langue. Et ensuite, Ah sur oui, c'est notre bon. Twitter, j'ai C'est bon. juste reposté mon thread à moi, mais demain, on le mettra également sur notre Twitter francophone. Ok, excellent. Bah justement, tiens, c'est marrant que tu parles de l'article que tu as fait sur Kaito, parce que je crois que tu l'as pas fait tout seul, cet article. Tu l'as fait avec lui, non? Yo, ça Ah, va? ah, Ah, ça fait plaisir. Salut ouais, Joshua, mais comment tu vas? Ça va super, ça va super. Je suis content en vrai d'avoir vu l'article. En plus, c'était un article que j'avais beaucoup aimé. Et Artem m'a pas mal aidé. Il maîtrise pas mal le produit de base. C'était le sujet, c'est ça? Vous parlez de Kaito? Ouais, ouais, bien sûr. on était là-dessus et donc bah, J'ai c'était failli, parfait pour te faire venir, hein. je suis désolé, j'ai failli dox ton nom, Joe, à Oh, c'est pas l'instant. grave. Si les gens Ah, cherchent, ils le trouveront de toute façon. Donc, ah oui, ok. j'ai abandonné, c'est pas grave. Non, mais du coup, on bosse souvent avec Joe sur des contenus avec Oak Research, donc c'est un contributeur qu'on apprécie beaucoup dans le sens où déjà c'est un gars qui est très tech et encore une fois qui prend de l'avance sur les anglophones, donc c'est cool de bosser avec. Je crois C'est que tu cool. as écrit 5-6 articles maintenant, même plus, chez nous. Ouais, un truc comme ça. Ouais, ouais. Ah, peut-être un peu plus. Ouais. Ah, c'est un plaisir. Alors Joe, on rappelle, hein, tu fais partie des cofondateurs de Decrypted, qui est C'est ça. un groupe Discord, je crois, notamment, sur lequel voilà, vous faites de la deep analyse, on va dire, sur de la crypto, sur de la blockchain. Et vous aussi, vous partez d'un constat un peu équivalent, c'est-à-dire que ce qui est la plupart du temps écrit et dit sur Twitter, c'est un peu superficiel, pour ne pas dire pire. Et vous décidez peut-être de creuser. T'as vu, je reste poli, hein. Ouais, fais des efforts. Hein. Moi, j'aurais dit avec d'autres mots, hein, franchement. Je sais, mais bon, moi, je ne veux pas mettre des mauvais mots dans ta bouche. Mais voilà, donc vous décidez d'aller un petit peu plus loin. Et alors, ce rapprochement, finalement, avec Oak Research, bah, il fait complètement sens. Ouais, clairement, clairement. Bon, on aime beaucoup. Déjà, moi, j'adore le CTUS, je baigne dans le CTUS, mais j'aimerais beaucoup pousser le CTFR parce que c'est trop dommage qu'on manque justement de contenu sur les thèses, sur les nouvelles technologies, qu'on soit beaucoup plus réactif. On est toujours Mm. trop en retard. Et je trouve que Hawk ont vraiment cette vision-là. J'aime beaucoup un peu à la Messari, vraiment du contenu ultra qualitatif avec vraiment des thèses long terme et ça me fait trop plaisir d'écrire pour eux et de participer à ça. Il n'y a que des bons gars autour en plus. Il y a TX, il y a Victor, vraiment que des bons gars. Ah, tu t'es mute. Ouais, TX, qui d'ailleurs nous écoute, hein, et qui a malheureusement un problème de micro, sinon il serait venu te faire un petit coucou, Artem. Voilà, comme ça, tu sais tout. Bah, je sais pas, est-ce que tu veux, parce que c'est un peu l'interview et le GM de Artem, est-ce que tu veux lui dire un petit mot, au mieux nous raconter une petite anecdote
pétillante parce que. Qui ça, ATX? Non, toi, Joe, est-ce que tu À veux moi? dire un truc sur Artem ou lui dire un mot, je sais pas. Bah, moi, je le connais pas beaucoup, hein. On s'est vu à XR, on s'est vu 2 jours. Mais c'est vrai que ça m'a beaucoup surpris parce que je connaissais Artem depuis quelques années avec, ce qu'il avait fait chez Asher et tout ça. J'avais jamais vu, en personne et c'est vraiment quelqu'un de très chouette et voilà, moi, ça fait super plaisir de bosser avec eux et j'espère qu'on fera de grands trucs. Vraiment, moi, j'aimerais vraiment qu'on mette, comme l'a très bien dit, Artem, la France un peu au centre de la carte de la crypto. Il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire. Ouais, mais il y a clairement une possibilité. Hein. Il y a clairement une Oui. possibilité et de plus en plus, on commence à discuter avec des entreprises à l'étranger qui font aussi de la recherche. Cette semaine, j'ai eu quand même les 4 boîtes qui sont les plus réputées, on va dire, dans la recherche crypto du côté anglophone. Quand on leur montre ce qu'on fait, les mecs ils disent mais en fait c'est génial ce que vous faites et vous avez clairement le potentiel pour aller chercher même les boîtes comme les nôtres. Et maintenant, il y a aussi un truc qu'il faut prendre en compte, c'est que certes, tu peux partir dans une adversité en mode ouais, nous on peut faire mieux que vous parce que vous êtes anglophone, vous avez plus d'audience, vous êtes des merdes parce que vous avez plus de facilité, ou alors tu peux te dire ok, ce que nous on peut faire, c'est on peut lier nos efforts et on peut faire en sorte de avoir un côté un peu double où vous nous donnez de la visibilité sur le côté anglophone, nous on peut vous faire une porte d'entrée vers l'Europe et la France. Sachant que les Français sont quand même des investisseurs ultra actifs dans la crypto. Ça aussi, c'est un truc qui est non négligeable et qu'il faut prendre en compte. Quand il y a eu les mêmes coins de Trump, Melania, Libra, etc., la France a quand même eu la 4e place des traders les plus actifs. Ça veut dire que les mecs qui sont au courant de ce qui se passe, ils suivent l'actualité et ils mettent l'argent là où ils pensent que l'argent va aller. Donc, c'est quand même ultra important à noter et je pense que c'est quand même un argument qui est de plus en plus fort. Et je pense qu'il y a un moyen de mettre la France sur la carte du monde de la crypto, clairement. Ouais. Et si on peut y contribuer, c'est génial et c'est de ça que j'ai toujours rêvé. Et d'ailleurs, le français, c'est important en France, bien sûr, mais le français, c'est aussi une langue qui est parlée dans le monde entier, dans plein de régions du monde, notamment en Afrique, mais pas seulement. Est-ce que vous avez une stratégie pour essayer d'aller toucher ces marchés qui sont liés au moins avec la langue, avec beaucoup plus, bien sûr, mais au moins avec la langue? Bah, alors, juste pour te donner une idée, en fait, ça passera uniquement par des collaborations avec des communautés, etc. Donc, c'est quelque chose qui peut se faire, mais aujourd'hui, ce n'est pas la priorité. Dans un premier temps, pour nous, aujourd'hui, c'est de sortir les analyses pertinentes et de bosser sur la V2 du produit, qui est la plateforme. Mais pour te donner une idée, aujourd'hui, on a entre 50 et 70% du trafic qui vient de la France. En deuxième position, entre 15 et 25%, c'est des gens qui viennent des États-Unis. Ensuite, on a Canada, Belgique. Qui sont aussi des marchés qui sont intéressants parce que francophones aussi. On a le Luxembourg et ensuite tu as les pays du monde comme le UK par exemple qui représente aussi 5% à peu près de nos visites. Mais aujourd'hui, je pense le marché français, dans tous les cas, si les gens commencent à chercher en français, ils tomberont dessus. Le côté anglophone, c'est plus dur parce que tu n'es pas natif dans un premier temps. Et dans un second temps, il te faut des personnes qui te pushent avec leur contenu anglophone de leur côté. Et ça, c'est plus compliqué à avoir. Oui, parce que l'ensemble du site, il est aussi traduit ou, je ne sais pas si c'est de la traduction ou si c'est écrit nativement en anglais, mais voilà, votre plateforme, en fait, elle est disponible dans les 2 langues. Donc, en vrai, vous adressez un marché qui est colossal, quoi. Bah, dès le début, on avait dit que tous nos contenus sont en français et en anglais. Et en fait, en soi, tu te tires une balle dans le pied dès le début parce que en fait, techniquement, tu multiplies par 2 le temps de travail que tu passes, que ce soit pour dev la plateforme, que ce soit pour adapter les outils, parce que tu as un truc de... tu vas chercher, par exemple, un truc tout con, mais aller chercher les descriptions des cryptos sur certains sites, tu as besoin d'aller chercher en français et en anglais. Donc, tu as besoin de plusieurs clés API qui vont faire plus de requêtes. Donc, tu vas payer plus cher. Pour les contenus, lorsque tu les fais en français, quand tu bosses avec des contributeurs français, tu dois les traduire en anglais. Et quand tu bosses avec les contributeurs anglais, tu dois les traduire en français. Et donc, en fait, tu es tout le temps dans ce truc de
ok, je publie un truc, mais en réalité, c'est le double du travail. Et ça, les gens, ils ne le voient pas, tu vois. Mais dès le début, on avait cette ambition de se dire, notre objectif, ce n'est pas d'être le Messari français, tu vois, comme tu l'as dit. Le but, c'est pas d'être le Messari français, c'est d'être Oak Research, c'est un standard dans la recherche crypto dans le monde. Et si on arrive à avoir un coup de pouce de la part de la communauté française pour y arriver, tant mieux. Mais notre objectif, ce n'est pas de rester uniquement en France aujourd'hui. Et aujourd'hui, même si la plupart des gens qui consultent notre site sont des Français, de par notre image qu'on a eue par le passé avec les médias, de par nos communications, comme par exemple ce live que je fais en français ou autre, le fait d'avoir ce coup de pouce pour ensuite aller chercher une audience plus globale, c'est pas plus mal. Mais notre objectif, ce n'est pas de rester uniquement français. Ouais, je vois. Non, je vois. Mais je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Il nous reste, allez, un petit peu plus d'un quart d'heure. J'aimerais qu'on parle justement un peu d'actu. Dans l'article que j'ai mentionné un peu plus tôt, on a, on va dire, 3 gros événements dont vous parlez. Il y en a un peu plus. J'invite tout le monde à aller le lire. Mais d'abord, on a Donald Trump, évidemment, et son impact depuis son investiture le 19 janvier. On a les meme coins, évidemment, qui commencent à s'essouffler un petit peu, mais quand même, qui ont façonné un petit peu l'écosystème tel qu'on le voit aujourd'hui. On a le hack de Bybit, et puis on a allez, ETH et la débâcle pour certains. Ça, je pense que Joe doit avoir un avis là-dessus. On ne pourra pas aborder ces 4 sujets. Parmi ces 4-là, lequel vous choisissez, les gars? Je vais vous laisser choisir. Pour qu'on papote un petit peu là-dessus. On pourra peut-être en faire 2 sur 4. Lequel est celui, selon vous, le plus intéressant et le plus impactant sur ce qu'on vit aujourd'hui dans la cryptosphère? On a le choix entre Ethereum et les mêmes coins, c'est ça? Non, il y a Trump, Memecoin, le hack de Bybit et Ethereum. Pour moi, il y j'ai a, déjà choisi. Moi aussi, j'ai déjà choisi, mais je pense pas qu'on soit sur le même. Non, je pense pas. C'est pas grave parce qu'on peut en faire 2, je pense. On a le temps, on a 10 minutes, 11 minutes, 12 minutes, ça devrait le faire. Allez, on va commencer d'abord par l'invité du jour. Artem, lequel tu veux choisir? Moi, c'est le hack de Bybit. Ok. Que je trouve ultra intéressant, surtout par rapport au message que Zach il a mis ce matin dans son Telegram. Alors, Zach, qui est l'analyste on-chain le plus connu du CT d'ailleurs, qui s'est fait connaître notamment pour être sollicité, ou même de son initiative, pour aller un peu investiguer, enquêter sur les différents types de hacks, et notamment le plus gros jamais réalisé par le groupe Lazarus sur la plateforme d'échange Bybit pour 1,4 milliard de dollars. Vas-y, je te laisse, Artem, nous mettre à jour avec le post dont tu parles. Alors, il faut comprendre que du coup, je vais juste faire un petit contexte pour le hack de Bybit. Qu'est-ce qui s'est passé? Au départ, tout le monde pensait que c'était Bybit qui s'était fait ficher l'un de leurs employés. En réalité, ce n'est pas Bybit. Pour le coup, la sécurité de Bybit était excellente. C'est un employé de Safe. C'est un protocole qui te propose de faire de multisig, notamment sur Ethereum, et qui te permet de sécuriser tes fonds. Qu'est-ce qu'une multisig? En fait, Alors ça, avant d'envoyer une transaction. On l'a évoqué dans l'émission au moins 10 fois avant, donc on ne va pas revenir sur le hack en lui-même. Okay. En revanche, est-ce que Zach nous apporte un élément d'information supplémentaire ce matin qu'on n'avait pas avant? Alors, en fait, son post, c'est un peu triste, on va dire, parce qu'il parle de l'état de l'écosystème et de la relation de l'écosystème avec les hacks. Et, il explique que, en fait, le problème, c'est que aujourd'hui, il n'y a pas d'autre moyen de corriger ça qu'avec des régulations strictes qui vont faire du mal à l'ensemble de l'écosystème. Il y a des protocoles décentralisés qui ont quasi 100% de leur volume et des frais mensuels qui viennent du groupe Lazarus. Ils refusent de faire quoi que ce soit et de reconnaître que c'est aussi leur faute. Les SEX, donc les exchanges centralisés, qui galèrent à geler l'argent qui transite par les hackers parce que le système de KYT, donc Know Your Transaction, fonctionne très mal. Le KYC des différentes personnes qui utilisent les SEX, il peut être acheté très facilement en ligne. Et donc, en fait, au final, on a quand même eu 1,4 milliard de dollars qui ont été blanchis après ce hack,
parce que juste l'écosystème n'est pas assez mature, n'est pas assez sérieux par rapport à ce genre de choses. Et je vais prendre un exemple parce que je me suis engueulé avec le fondateur de Torchain sur Twitter, qui, depuis à peu près un mois, arrête pas de dire « Ah, mais regardez combien de volume on a fait, regardez Torchain et à son ATH de volume, etc. » C'est qu'en fait, bah oui, les hackers ont utilisé ton protocole. Et en fait, moi, ce que je lui ai dit, c'est arrêtez de flexer l'argent et arrêtez de flexer vos stats sur Twitter qui proviennent du fait que les gens ont perdu de l'argent. Enfin, dans ce cas-là, c'est la plateforme parce que la plateforme a remboursé tout le monde, mais ça aurait pu être les gens qui utilisaient cette plateforme. C'est intéressant parce que déjà, Tor est ouvertement en cessation de paiement. Ils étaient à 2 doigts de la faillite avant le hack. Ah oui, bien sûr. On a fait un article dessus. Et là, effectivement, leur protocole a été utilisé pour… alors, certains disent blanchir, mais ce n'est pas du blanchiment. C'est juste qu'ils passent de l'ETH au BTC, ce qui leur permet d'être moins traçables. Et effectivement, ils ont utilisé notamment, particulièrement, Tor. Après, en soi, tu sais qu'il y a un vrai débat. Hein. En vrai, pour moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Hein. En vrai, ça aurait pu être un autre protocole qui soit utilisé pour swapper ça. Et c'est eux qui ont été choisis. Après, c'est permissionless, donc tu ne choisis pas tes clients, mais froidement, tes stats, elles sont bonnes. Non, mais si tu enlèves mon argument, ce n'est pas le fait que Torchain aurait dû freeze les contracts, même si ça aurait été une bonne idée. Mais mon argument, c'est pourquoi est-ce que tu viens flex tes chiffres sur Twitter alors que tous ces chiffres-là sont dus à un hack énorme. Je sais que pour c'est ça mon point. Non, mais je sais, mais cyniquement, parce que je suis quelqu'un d'un peu cynique, je ne suis pas d'accord avec toi. Ils ont le droit. Ouais, ils ont le droit. Mais je trouve ça… Ouais, mais tu vois, en moralement, fait, c'est pas ouf. Mais en vrai, dans un monde décentralisé, qu'un protocole mette en avant des statistiques, peu importe l'origine et la provenance des fonds, c'est pas son taf de le vérifier, ça. Sauf erreur de ma part, c'est pas son taf, puisqu'il est permissionless, tu vois. En soi, je sais pas, si c'était pas Torchain et qu'on savait pas que c'était un hack. Mais en fait, on revient sur le point de Zach. Ça veut dire que les États vont devoir mettre en place une réglementation plus dure pour ce genre de contrat parce que eux, ils n'arrêtent pas d'agir comme des connards sur Twitter. Voilà. Non, mais je vois. Et encore une fois, je suis cynique. Je mets de côté la morale et je pense que parfois, c'est bien aussi de penser sans essayer de se draper de vertu. Mais oui, évidemment. Enfin, il y a 2 choses, je pense. Il y a les bonnes pratiques, parce que le hack de Bybit a quand même, je pense, mis en avant le clear signing qui va devenir, je pense, un standard s'il ne l'était pas avant. Et ça, ce n'est pas une question de régulation, c'est une question de best practice qui va se partager par les différents acteurs du marché. Et après, il y a la régulation, oui, évidemment. Mais en soi, je ne suis pas sûr que la régulation elle ait besoin de ça. Enfin, de fait, elle a toujours régulé, elle a toujours essayé de réguler ce qu'elle pouvait faire. Et en fait, c'est juste un élément de plus qui va dans son panier, tu vois. Mais je sais pas, peut-être un peu moins défaitiste que Zach. Bon, on pourrait en discuter. Tiens, j'ai une petite surprise pour toi, Artem, qui voulait te faire un petit coucou. Salut Thibaut. Bonjour monsieur. Comment ça va? Comment tu vas? Marrant, on s'est séparés il y a à peu près 1 heure avec Artem. On était en couple avant, c'est pour ça. Ok, j'espère que la rupture s'est bien passée. Thibaut, on a parlé de Meria, évidemment, quand on parlait du parcours de Artem, et je me suis dit que ça pouvait être amusant de te faire intervenir ce soir. Est-ce que tu veux dire un petit mot à Artem ou peut-être nous partager une anecdote amusante de toutes ces années passées ensemble? Non, écoute, c'est vrai qu'il a commencé par chez nous. Moi, je me rappelle quand il a débarqué dans nos premiers bureaux à Florange, où à l'époque, il connaissait absolument rien au sujet. Donc déjà, franchement, le parcours depuis est quand même assez admirable. Et c'était assez marrant parce que pour la petite histoire, il venait chez nous, il travaillait chez nous, mais il n'était pas vraiment payé par nous. Il était gracieusement payé par un VIE au Luxembourg pendant ce temps-là. Donc c'était plutôt cool, un modèle économique qui fonctionne bien et qui devrait être beaucoup plus pratiqué pour les entreprises françaises. Franchement, c'est un modèle qui est assez attractif. Donc non, franchement, chapeau pour le parcours et voilà, effectivement, ça fait partie de la petite histoire des quelques bonhommes qui sont passés chez nous et qui sont encore chez nous puisqu'il est
il vient encore régulièrement au bureau, donc ça fait plaisir. Il a bien grandi, le Artem, depuis ce jeune étudiant. Ah bah moi je me rappelle les premiers trajets en voiture, si tu veux, parce que quand il est arrivé chez nous, alors il coûtait pas cher, mais il avait pas de voiture, donc il fallait aller le chercher chez lui, il fallait le ramener de temps en temps, et les J'en ai trajets, toujours pas, hein, des voitures. c'est pas faux. Mais les trajets, c'était à base de mais c'est quoi la blockchain en fait? J'ai pas compris. Et le lendemain, il disait en fait, je crois que j'ai compris. Et il t'expliquait quelque chose, mais c'était pas tout à fait ça. Donc on partait de là. Donc c'est assez marrant de le voir maintenant avec 15 000 notifications à la minute et être, je pense, un des mecs les plus connectés sur l'actualité crypto en France. Le parcours en quelques années, l'évolution, c'est assez cool. Artem, tu veux dire un mot? Ouais. Non, en vrai, moi je pense que Meria, ça a été une très bonne école. Et comme je dis, moi, si j'étais arrivé dans une boîte, je pense, plus établie à l'époque que Meria, donc comme je dis, hein, quand j'étais arrivé, on était peut-être 6 ou 7 au bureau. Je pense que j'aurais peut-être pas eu la même approche. Et ce qui m'a fait rester, comme je dis tout à l'heure, hein, c'est la motivation des gars qui construisaient Meria et qui croyaient dans ce qu'ils faisaient. Et moi, c'est ce qui m'a donné aussi l'envie de construire quelque chose de mon côté. Et ce qui m'a donné envie de m'investir à 10 000%. Et je pense que le drive que Thibaut, Owen, Laurent, Julien à l'époque, ils avaient, je pense que ça a motivé beaucoup de gens qui sont passés chez Meria à rester chez eux et rester proches de leur écosystème et de tout ce qu'ils font. Parce que on peut parler de mon évolution, mais l'évolution de Meria est beaucoup plus impressionnante encore. C'est différent. Oui. C'est différent. Mais encore là, ça vient de commencer. Oak Research, ça vient de commencer. Peut-être que la trajectoire va être encore plus explosive. Hein. Bon, en tout cas, j'imagine on suivra évidemment vos parcours à tous les deux. En tout cas, ça m'a fait plaisir, Thibaut, que tu passes une petite tête dans. Écoute, avec plaisir. Désolé, avec quelques minutes de retard, désolé. Non, il n'y avait pas d'horaire en vérité. On est un peu YOLO et puis voilà. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de t'avoir. On va te souhaiter une belle soirée. Je ne sais pas si tu es en soirée ou si en fait le taf continue pour toi. Et puis nous, on va continuer. On va te souhaiter plein de belles choses pour la suite. Merci beaucoup, à plus tard. Ciao, ciao tout le monde. Salut Thibaut. On peut ramener combien de gens? Parce que je peux ramener encore une dizaine de personnes avec nous dans le live. Non, parce qu'en fait, le concept, c'est un nouveau concept que j'ai inauguré il y a quelques semaines. Je trouve ça trop cool. C'est de faire venir des gens un peu par surprise pour les inviter. Donc, c'est encore le début, parce qu'en vrai, je préviens les gens 10 minutes avant et ils n'ont pas le temps de prévoir quoi que ce soit. Mais le but du jeu, à la base, c'est qu'ils viennent avec des petites anecdotes un peu fun et tout. Mais en tout cas, le but, c'est aussi et surtout de te faire plaisir et de faire passer un bon moment. Et c'est aussi pour ça qu'on est tous là. Tiens, il nous reste peut-être… non, en fait, le temps est écoulé, mais on va prendre quand même 4-5 minutes parce que Joe voulait parler de TH très rapidement. Très rapidement. Ouais, j'avoue, c'est peut-être… C'est pas possible. Mais en tout cas, vous en parlez dans ce dossier de recherche de TH et de son évolution. Est-ce que tu vois quand même des signes positifs pour ETH ces dernières semaines ou c'est de pire en pire? C'est quoi la tendance? Je ne parle pas du prix de l'Ether, qu'on se mette bien d'accord. Hein. Je parle vraiment de l'écosystème, des décisions. Je crois qu'il y a eu une nouvelle gouvernance avec 2 nouveaux directeurs qui sont arrivés. Je sais qu'il y a la nouvelle mise à jour Pectra qui s'est foirée sur Oliski mais qui débarque là sur un nouveau testnet et qui devrait normalement être lancé fin avril. Dis-moi si je me trompe. Hein. Mais voilà, tout ça, est-ce que c'est plutôt propice à ce que ça aille mieux dans les prochains mois ou pas? Et évidemment, Artem, si tu veux rebondir dessus, et on finira là-dessus ce soir avec vous. Ouais, moi je pense que Ethereum c'était trop empâté dans la façon dont c'était dirigé par le F. On a vu beaucoup de changements, énormément, des changements qui font plaisir. On a Etherealize, on a du coup les deux co-exécutifs comme tu as dit. On a énormément de push à la fois sur les blobs qui vont être délivrés cette année, c'est-à-dire qu'on est passé quand même à 48 alors que de base, si on en avait 12, ça était déjà bien. On a 100 millions de blocs de gaz par bloc qui vont être aussi potentiellement atteints. Donc en fait, on a énormément d'agressivité sur Ethereum. On a aussi, le maximum d'Ether par validateur qui va passer, je crois, de
2032 à 2048. Donc ça Oui. aussi, ça va permettre aux validateurs qui sont obligés de faire tourner des centaines de nœuds, de réduire et donc d'être beaucoup plus flexibles. Ça aussi, je pense que c'est important dans la nouvelle mise à jour. Qu'est-ce que tu en Oui, il penses? y a ça. Il y a aussi Paradigm qui a lancé le RES, qui est du coup une nouvelle façon de valider les blocs, grâce aux witnesses. Donc, ce sera pour, avoir des validateurs qui pèsent beaucoup moins lourd. En fait, ça avance extrêmement vite. Le problème, c'est toujours le même, hein, ça fait des mois que je le dis. Le problème, c'est juste que Ethereum voit beaucoup trop loin. Il a vu, que le futur, c'était la DA. Donc c'est passé en tant que DA layer, sauf qu'actuellement, le marché n'a pas compris ça. Et, Parce pardon, il faut préciser pour ceux qui n'ont pas, c'est Oui, data c'est vrai. availability. C'est ça, c'est du La Celestia, capacité du à. Eigendia. Voilà. Voilà. Et en fait, beaucoup de gens s'accordent à dire que ça, c'est le futur. Parce que les gens pensent que le monolithique, c'est le futur et que du coup, la DA est la ressource même avant le bloc. Ethereum a compris Tu parles ça. beaucoup de Celestia, j'ai vu sur ton compte Ouais, Twitter. ouais. Alors, on ne parle pas de prix encore une fois, mais tu as l'air assez bullish sur la La tendance proposition. des layers de data availability qui permet de donner accès à la donnée, en tout cas. Exactement, exactement. Mais voilà, on verra la tendance sur le long terme. Il faut avoir une vision qui est du coup modulaire. Si tu as une vision monolithique, ça n'a aucun sens. Mais je pense que Ethereum a sa place. Malheureusement, je trouve, et ça, c'est un truc que j'ai réfléchi ces dernières semaines, que le premium entre Celestia et Ethereum est pas si énorme que ça. Et j'espère qu'ils vont trouver leur place parce qu'actuellement, c'est vrai que Celestia, surtout s'ils commencent à gratter en market cap, donc en sécurité, ils peuvent un peu. En fait, c'est très dur de justifier le fait de payer 100 fois plus sur Ethereum que Celestia. Il y a la composabilité, mais encore une fois, on peut faire des choses différentes. Donc, c'est un vrai débat. Faut qu'Ethereum trouve sa place et je pense que ça va prendre longtemps. Donc, court, moyen terme, moi, je suis toujours là. J'adore Ethereum, j'adore ce qui se passe autour d'Ethereum. Mais voilà, je demande encore à ce qu'il trouve sa place. Mais en tout cas, il est très bien dirigé. Il a fait le mieux possible pour le moment. Il faut le laisser faire cette année, je pense. On en reparlera, Trust. Joe, évidemment, Voilà. avec plaisir dans l'émission. Et j'invite toutes celles et ceux qui le souhaitent à suivre la page de Decrypted aussi, de vous abonner à leur groupe Discord. Vous postez des vidéos régulièrement aussi pour Des interviews. vraiment deep dive sur des sujets comme ceux-là. Je vous invite évidemment. Artem, je ne sais pas si tu veux dire un mot sur Ethereum. Aïe. Ouais, si t'en possèdes. Non, mais globalement, je trouve que, l'Ether reçoit énormément de mauvaises pubs en ce moment, entre guillemets, par rapport au prix auquel il est. Mais en ce moment, Solana est aussi sous le feu, qui était censé prendre un peu cette place d'Ethereum, etc. Et quand on regarde les derniers jours sur Solana, c'est compliqué aussi. Donc je pense que plus ta blockchain elle est mature, plus elle va recevoir ce genre de critiques et plus il va y avoir des périodes compliquées. Parce que là, je sais plus avec qui j'en discutais, mais je disais que c'était très compliqué pour Solana de se débarrasser de cette image maintenant qu'elle a, l'image de la blockchain pour les mêmes. Alors qu'en réalité, Solana, c'est bien plus que ça. Mais aujourd'hui, on a ce branding-là qui est sur Solana, tout comme sur Ether, on a la blockchain lente, inutile et qui ne peut pas. C'est cher. Ouais. En ce moment, pas cher, justement, parce qu'il se passe rien. Mais ils ont toujours l'image. Hein. Moi, je me rappelle, Ouais. pour ceux qui ne suivent pas le truc au quotidien, Ethereum te dit c'est ultra cher. Tu leur dis, mais en ce moment, ça vaut que dalle. Ouais, mais les gens ne passent pas leur temps sur Etherscan pour voir le prix du gaz, tu vois. Donc, cette image, elle continue de leur tenir. Mais ouais, Solana, c'est intéressant. D'ailleurs, je précise à ceux qui nous écoutent que le 21 janvier, février, mars, je sais pas, dans les prochains jours, parce que la date, elle a changé, je fais une émission, non, même pas, parce que je crois que c'est en avril, je fais une émission spéciale Solana avec Arthur Dietrich, qui est le directeur Europe de Super Team, et Olivier, qui est développeur chez Solana Labs. Donc, on va avoir un point de vue écosystème plus tech et on pourra justement s'intéresser à Solana et je lui parlerai évidemment de cette réputation qui a bien servi Solana ces derniers mois. On ne va pas se mentir. Hein. Ils ont généré volume, fees, etc. Comme personne. Mais aujourd'hui, voilà, ça fera partie des questions que je leur poserai. Mais c'est un sujet qui est évidemment très, très intéressant. Et on voit que la blockchain tendance d'aujourd'hui, ce n'est pas forcément celle de demain. Et ça, c'est assez impressionnant de voir ça. Bien, messieurs, je vais vous remercier. D'abord, Joe Star, merci d'être Joe Star.
d'être passé Pas dans grave. l'émission. Ah ouais, mais moi, je peux pas. Moi, c'est Joe Star grave. et je n'arrive pas à faire autrement. Merci d'être passé, mon frérot. On se voit très bientôt Avec dans plaisir. l'émission. Et puis, plein de belles choses pour la suite pour toi et tes projets, en tout cas. Merci, ciao les gars. Bonne soirée. Merci d'être passé, Ciao. chef. Bon, et nous, Artem, c'est terminé. C'était ton GM. J'espère que tu as passé un bon moment. Moi, en Non, tout ouais, cas, je c'était suis cool. très content d'en avoir appris un peu plus sur toi. On va te souhaiter plein de belles choses pour la suite, surtout avec Oak Research, qui est vraiment ton bébé, avec Lilian, hein, qu'on a déjà mentionné et qu'on rementionne, évidemment, c'est important. Et puis les autres membres de la team, hein, parce que, évidemment, vous n'êtes pas que deux. Et puis, je te laisse peut-être le mot de la fin. J'ai envie de dire que l'écosystème crypto est un sujet passionnant. Je sais que ça doit être très compliqué pour les gens qui sont arrivés pendant ce cycle d'y voir clair, mais je pense que si vous essayez d'aller un tout petit peu au-delà du bruit et essayer de comprendre les fondamentaux, ça devrait bien se passer. C'est ce qu'on essaie de construire, donc si vous voulez regarder ce qu'on fait, ce sera avec plaisir. Et sinon, ouais, globalement, suivez les bonnes personnes sur les réseaux. Foncez pas la tête baissée, soyez pas cons. Globalement, c'est les meilleurs conseils que je puisse donner aujourd'hui, je pense. Ouais, et puis surtout, oubliez pas que quand vous avez l'impression d'avoir tout compris, en vérité, vous avez rien compris. Et n'hésitez Exactement. pas à vous replonger dans les bases. Il faut parfois plusieurs lectures pour bien avoir compris. Merci beaucoup, Artem. On va te souhaiter, voilà, comme je disais, plein de bonnes choses pour la suite. Et puis, de toute façon, on se dit à bientôt pour des chroniques dans l'émission. C'est toujours un plaisir d'avoir votre expertise. Un plaisir et merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir. Salut, Artem. Ciao. Salut! Et